Bonjour à toutes et à tous. Alors vous qui êtes ici ce soir, vous le savez, ce que l'on doit opérer, ça n'est pas une simple transition, c'est une révolution. Et cette révolution, elle va passer par notre capacité collective à activer le pouvoir d'agir de toutes celles et tous ceux qui, dans l'entreprise ou dans l'écosystème de l'entreprise, veulent transformer les modèles qui font peser, des modèles archaïques, qui font peser des risques inconsidérés sur le vivant, sur toutes les formes de vivant et sur la pérennité même de l'entreprise, parce que il n'est peut-être pas inutile de le redire et de le redire encore, sur une planète qui devient inhabitable, il n'y a absolument plus de business possible. Alors, il y a encore 15 ans, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait cette petite espoir que peut-être, parce que Malcolm Gladwell, le sociologue, nous avait dit à partir de 10% d'entreprises engagées, peut-être qu'à ce moment-là, on peut activer ce pouvoir d'embarquer la majorité. On était juste là, à ce stade-là, d'espérer ça. Puis aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Et on a les outils pour faire, et on a les outils pour faire savoir que nous sommes nombreux. Les grandes entreprises, tout comme, parce qu'on ne parlera pas que des grandes entreprises, bien loin de là, les PME et les TPE. Donc, l'entrepreneuriat 2.0, il arrive, et c'est vous qui l'incarnez, c'est vous qui en êtes les artisans. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui allons parler ce soir. Vous avez reçu un petit papier. Sur ce papier, il y a un code barre et vous allez pouvoir vous connecter pour écrire vos questions. Moi, je vais les recevoir directement sur mon portable et j'essaierai de les prendre. Peut-être, on essaiera de les prendre peut-être au fil de l'eau ou bien à la fin de chaque séquence pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Bienvenue donc dans cette conférence du sens et l'action. Le sens et l'action, je le rappelle, c'est un programme du C3D conçu pour explorer tous les leviers de la transformation des modèles d'entreprise pour renverser, je dis bien renverser, les rapports de pouvoir, et on va en parler tout à l'heure, pour une société plus juste, plus équitable, plus respectueuse des limites planétaires. Une session exceptionnelle donc qui vous est proposée aujourd'hui par le Centre des jeunes dirigeants qui nous accueille aujourd'hui, et un grand merci, Mathieu, Lorraine, Kitry, par le Collège des directeurs du développement durable et c'est qui le patron? Donc nous sommes réunis et vous êtes réunis par l'ambition de donner aujourd'hui tous les moyens et toutes les clés possibles aux entreprises sur tout le territoire français pour travailler la robustesse de l'entreprise. Il y a la performance, mais il y a la robustesse, et dans un monde d'imprédictibilité, il faut renforcer cette robustesse. Et pour en parler, et pardon d'avoir été un petit peu longue pour cette introduction, vous avez la chance ce soir de retrouver Nicolas Chaban, donc fondateur entre autres de C'est qui le patron. Je rappellerai tout à l'heure ton parcours incroyable d'entrepreneur. Mathieu Hetzer, président du Centre des jeunes dirigeants. Florence Marteau, vice-présidente du Centre des jeunes dirigeants Alsace, et Fabrice Bonifay. Alors, vous tous, normalement, on ne vous présente plus, et Fabrice, on ne le présente plus non plus, mais quand même, Fabrice, tu es président du C3D, Collège des directeurs du développement durable, et aujourd'hui de l'association sœur du C3D, dont vous avez forcément tous entendu parler. Qui n'en a pas entendu parler? GenAct. Ah, et voilà, on vous en parle tout à l'heure, donc. Tout à fait, je serais ravie de répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions donc au fil de l'eau tout pendant ces interventions, et nous allons commencer par toi, Nicolas Chaban. Nous avons décidé de nous tutoyer puisqu'il paraît que c'est dans la culture du CJD. Donc allons-y. Tu as dédié, Nicolas, ta vie d'entrepreneur à ce que l'on nomme désormais l'économie du partage.
tu as d'abord créé un réseau de stations de lavage solidaires et puis ensuite tu as lancé le petit producteur, c'était en 2009. Ensuite les gueules cassées qui était une préfiguration des fruits moches, hein, les gueules cassées. Et puis évidemment en 2016, donc il y a presque 9 ans, quasiment 9 ans maintenant, c'est qui le patron, la marque emblématique. Et j'ajouterais, pour souligner toute la générosité de ta personne, que tu as en 2024, et je l'ai appris, j'avoue, récemment, tu as légué les actions de ton entreprise à une fondation, et bravo pour ça. Et on peut même commencer par des applaudissements, on va se chauffer aussi un peu. Alors, Nicolas, tu rappelles souvent, et encore dernièrement dans le podcast du Sens et l'Action, que je vous recommande, hein, vous le trouvez sur le site du C3D, il est absolument exceptionnel, bien sûr. Ça se fait pas, mais la cession de ces actions, il faut la remettre dans un cadre. C'est qui le patron, c'est pas l'aventure d'un entrepreneur qui possède, comme si c'était une start-up, un concept proposé à des consommateurs. C'était tellement une copropriété que c'était naturel de le faire. Voilà, je veux dire par là que ça... C'est comme ça qu'il faut l'entendre, ce transfert. Voilà. Donc tu partages aussi le mérite. C'est aussi ça l'économie du partage. Et la modestie. Non. Donc, le mot de trop, là, ça j'apprends les 2 mots de trop. Donc, je le disais, tu es intervenu récemment au micro de Céline dans le podcast du Sens et l'Action. Il y a une chose qui m'a frappée, c'est que tu parles souvent du ressort émotionnel. Et je me dis, mais quand tu parles de ce ressort émotionnel, il y a 2 faces à l'émotion. Il y a celle de la colère contre des systèmes dominants qui, il faut le dire, ravagent littéralement les conditions mêmes de sa subsistance. Et puis, il y a l'autre facette, l'empathie, la générosité. Et finalement, est-ce que c'est pas ça, ce néo-partenariat-là, est-ce que c'est pas avant tout une reconquête du sensible, tout simplement? Mais la phrase, je l'ai soulignée, mais elle est assez géniale. Enfin, je sais pas, elle était dans le mail d'hier. Alors, je vais m'autoriser avec si vous êtes d'accord, je vais un peu surligner le trait. Je vais pas avoir un discours un peu émotionnel, un peu consommateur. On peut y accorder des nuances, mais il faut à un moment donné prendre quelques raccourcis pour essayer de dire comment cette aventure s'est construite. Et c'est vrai que la dimension d'émotionnel, c'est pas quand on dit à des dirigeants, à des chefs d'entreprise, on est sur la dimension émotionnelle. Je suis pas sûr qu'on marque tous les points du monde et qu'on devient un très bon dirigeant. Et je sais pas si on serait recruté d'ailleurs, si on arrivait dans des comment on appelle ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Dans des entretiens de recrutement, en disant qu'on est sensible. Voilà, comme je sais pas moi qui l'ai fait, je me rappelle pas du nom. Mais voilà, donc si tu arrives en disant je suis un immense émotionnel, vous comprenez, toute ma vie n'est que sensibilité. Il y a une partie des entreprises qui peut-être ne recruteraient pas la personne. Bon. Donc, mais c'est qu'il le patron n'est fait que de ça. Vraiment. C'est-à-dire que c'est viscéral, c'est assez inexplicable. Quand on a démarré l'histoire, et je crois, en fait, il faut se dire une chose, c'est que quand c'est comme ça, on le comprend à l'autre bout, au-delà de la communication. Il y a une espèce comme ça de vérité qui, en filigrane de tout, fait qu'on se dit ok, c'est une aventure comme ça. Enfin, je n'arrive même pas à le décrire puisqu'on n'a pas fait une com, on n'avait pas d'agence de com. On a simplement été des consommateurs au départ, peu. Maintenant, on est 14,9 millions de gens qui achetons ces produits. Vous avez devant vous, en petit clin d'œil, mais c'est pas pour les podiums, mais c'est fabuleux et merci à tous ceux qui participent peut-être en achetant ou en parlant. Cette marque-là, c'est qui le patron? C'est la marque nouvelle, la plus vendue en France depuis 10 ans. Ça veut dire que le monde économique n'a pas créé une marque qui se vend plus que celle-là dans le monde agroalimentaire. Et pas parce qu'elle est la moins chère, mais parce qu'elle est solidaire. Donc on voit comment cet émotionnel unique, je refais l'étincelle du démarrage de C'est qui le patron. Je vais faire rapidement parce que voilà, mais c'est 2016, c'est Les Gueules Cassées, un article dans le New York Times qui titre sur l'aventure française anti-gaspi, Save Planet Eat Ugly. Ce qui veut dire, puisque mon anglais est absolument catastrophique, pour sauver la planète, mangeons moche. Et donc, ce jour-là, le conseiller du ministre dit « Super pour les gueules cassées ». On devait faire une présentation à l'ONU des gueules cassées, à la FAO en Italie. Et il nous dit, le conseiller
du ministre de l'Agriculture. Vous avez une idée pour le lait, vous, les consommateurs? On était déjà un groupe de consommateurs. Et ma foi, j'étais étonné par la question, mais elle était très moderne. Et il se tournait vers un acteur peut-être pas forcément questionné. Et je me rappelle avoir dit à ce moment-là, mais combien il manque sur un litre de lait? Vous nous expliquez qu'il y a un producteur qui se suicide en France tous les jours à l'époque. Il manque combien pour qu'ils aient une vie normale? Et là, il n'avait pas la réponse. Le conseiller du ministre qui est en charge du bien-être et du fait que les producteurs vivent ne le savait pas. Je ne sais pas si aujourd'hui tous les conseillers le savent. Donc les 8 centimes sont apparus. Il faut rajouter 8 centimes par litre sur une brique de lait pour que le producteur à l'autre bout passe d'une vie 7 jours sur 7 difficile à une vie normale. On boit 50 litres par an et par habitant. Et là, très émotionnellement, on s'est dit, nous, le premier groupe, on n'a pas envie que notre argent, pas facile à gagner, se retrouve associé, bien malgré nous, au fait qu'un producteur souffre. Donc, on a demandé aux grandes marques de rajouter les 8 centimes par litre. Ça nous coûtait 4 € par an. Elles n'ont pas voulu le faire, pour d'autres raisons. Et on s'est dit, on va faire cette marque. Et on voit bien comment c'est émotionnel. Il n'y a pas de commerciaux dans les magasins. Tout se fait en bouche à oreille, et merci à tous ceux partout en France qui le font. Pas de force de vente. Pas de campagne de pub à la télé. Et pourtant, 128 millions de produits vendus par an. Lait le plus vendu, c'est la brique de lait la plus vendue de France, hors MDD. Pareil pour les deux beurres bio. Marque nouvelle la plus vendue de France. Tout ça pour dire qu'il y a un autre chemin et que ce moteur émotionnel, qu'on pourrait appeler différemment, un peu de bon sens, de bienveillance, l'envie peut-être en tant que consommateur de nous retrouver avec un monde qu'on va pouvoir léguer. Enfin, d'autres en parleront mieux que moi, mais c'est possible. Voilà, ce chemin est possible. Et après, on en parlera, mais qu'est-ce que peut devenir ce monde si ceux qui consomment se rendent compte du fait qu'ils sont à l'origine de chaque euro ou dollar ou yen qui façonne et dessine le monde autour de nous. C'est-à-dire que ce raccourci-là, c'est une réalité toute simple. Il y a un peu de temps, il faut un peu de temps pour que tout le monde s'en rende compte, mais c'est un pouvoir absolument merveilleux. Et on va essayer, nous, petit à petit, et calmement, et en douceur, sans révolution, sans créer de parti politique, puisque c'est de la politique au quotidien, d'essayer de faire des choses en ce sens. Voilà. Ma deuxième réponse sera plus courte. Mais non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous n'avons pas de pression de temps ce soir. Il faut quand même se le dire. On est accueillis généreusement jusqu'à la fin de la nuit. Ou en tout cas, je vais pas trop m'avancer quand même. Peut-être pas, Lorraine. Hein. C'est toi qui diras quand ça doit s'arrêter. Non, mais évidemment, je rebondis sur ce mot de pouvoir. Ce qui est complètement dingue, c'est que le modèle existant concentre le pouvoir dans les mains de peu de personnes qui sont très très occupées à absolument saboter ce qui crée leur prospérité et leur richesse. Donc c'est dément, on est complètement psychopathe. Toi, tu as dit une chose, tu ne le vois pas comme une fatalité et tu vas redonner du pouvoir. Il y a deux parties prenantes de la chaîne de valeur de la production du lait et de l'agroalimentaire d'une façon générale, parce que tu expliqueras que ce principe est reproductible sur beaucoup de sujets et de secteurs. Mais tu dis, moi je vais redonner du pouvoir aux producteurs et je vais redonner du pouvoir aux consommateurs. On dit, hein. Oui. Parce que, sincèrement, c'est pas pour juste le relever. Je me suis jamais imaginé dans cette logique de la vision de l'entrepreneur en train d'impulser quelque chose suivi par des actionnaires. Il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas de banque. La première année, on nous dit vous ferez 5 millions de litres de lait, pas de commerciaux dans les magasins, pas de pub à la télé, c'est le maximum qu'il est possible de faire. Première année, 33 millions. Deuxième année, 66 millions. Donc en fait, c'était bien un on qui s'était emparé de l'histoire, puisque tout seul, j'aurais fait à peu près 50 000 litres de lait tout seul, avec ma volonté très recentrée sur moi-même de convaincre tout le monde que c'était une nouvelle marque intéressante. C'était pas ça. C'était un cri de solidarité silencieux et délicat, mais qui s'est emparé du sujet. Et après, franchement, on va pas en parler peut-être maintenant, mais on n'a pas d'explication. On en parlait avec Fabrice quelquefois. Comment expliquer à un moment donné qu'une marque nouvelle qui arrive sans aucun des piliers habituels de ce qu'on appelait le capitalisme, de ce qu'on appelle le capitalisme, pardon. Lapsus intéressant, Nicolas. Est-ce qu'on peut fêter la fin du capitalisme ce soir? C'est là, c'est le moment où tu as les 2 tiers de la salle que tu perds instantanément. Non, pas celle-là.
Non, j'ai compris. Est-ce qu'on vous a perdu? Non, parce que j'ai dit la même chose au MEDEF. Bon, c'est un peu plus... Mais non, MEDEF, il y a une phrase qui a beaucoup... voilà, je ne sais pas si Marie était là, mais j'ai dit... là, je me dis, mais en le disant, vous savez, à un moment donné, tu dis une phrase, puis en chemin, à la moitié du chemin, tu dis, ah non, il ne fallait pas la dire. Bon, t'es lancé, tu ne peux pas faire autrement. J'ai dit quand même, c'est pas mal. On reparlait de la fondation actionnaire. J'ai dit, mais... être finalement le projet qui consiste à devenir le plus riche du cimetière, c'est pas... bon. Eh ben... Beaucoup de gens m'en ont parlé en disant, et notamment quelqu'un qui est venu en disant, j'étais un peu parti moi pour léguer à mes enfants, qui d'ailleurs en veulent la moitié, je vais en céder la moitié à une fondation actionnaire parce que je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, vous sortez de là, vous avez fait un truc qui est bien plus grand encore que simplement avoir transmis de la valeur à vos enfants. Vous avez rendu une partie de la valeur. Et c'est là où nous, on y va doucement sur cet aspect-là. Alors là, j'ai un peu oublié la question, mais nous, en tant que consommateurs, on se sent pas... on a l'impression très bienveillante, on n'est pas dans l'agressivité, que l'argent de ces entreprises, de ces immenses magasins, c'est... Mais vraiment, il faut le prendre en douceur. C'est le nôtre, quoi. C'est celui de tous ceux qui vont dans un supermarché. Je disais au patron de Carrefour encore récemment, mais notre marque là, c'est pas une start-up que vous allez peut-être ranger en disant attention, arrêtez-vous là, mettez-vous plutôt là, ou enfin Carrefour est le plus grand partenaire. Hein. Je l'ai pris parce qu'on faisait deux trois petits réglages. Je lui dis c'est la marque. Nous on est là. Nous on est. C'est pas j'ai fait une marque avec des consommateurs. Nous sommes la marque des clients de vos magasins. Voilà, les clients de vos magasins, ils ont une marque. Donc c'est pas la même relation. Et quand cette dimension-là apparaît, on arrive à quelque chose, mais franchement, je prends encore une seconde là-dessus, mais quel espoir extraordinaire. C'est-à-dire qu'après, il faut qu'on... Si d'ailleurs vous pouvez nous aider dans la réflexion à partager, puisque c'est qui le patron, ça s'est fait comme ça, à partir d'une idée, puis une autre, puis un bon sens à droite qui est venu rejoindre un bon sens à gauche, mais voilà, pas pour des raisons politiques, mais d'un bon sens un peu à 360. Et voilà comment on a créé cette aventure. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est se rendre compte. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais essayer de refaire le schéma, puis on va voir où ça coince. Il n'y a pas un centime du monde économique qui ne sort pas de la poche des consommateurs. Les consommateurs, si on ne parle pas des 800 personnes décideurs, avec une part un peu de schizophrénie ou de position un peu différente, on réfléchit au nom des consommateurs, on essaie de leur faire des produits, nous les experts, pour qu'ils achètent des produits. Enfin, déjà, il y a un biais. On devrait déjà se dire, est-ce que j'ai envie d'acheter le produit? Est-ce qu'il a du sens pour moi? Est-ce que son histoire, amont, aval, elle me convient? Mais si on isole cette famille de gens, encore une fois, c'est des pères de famille, des mères de famille, très bien, mais qui ne fonctionnent pas comme des consommateurs. On est une immense famille à vouloir juste que ça se passe bien, notamment l'impact environnemental. L'argent est dans nos poches, et c'est là où on se dit, ok, on crée une marque de consommateur, bop, elle devient la marque nouvelle la plus vendue en France depuis 10 ans. Le monde économique n'a pas créé une marque qui se vend plus que celle-là depuis 10 ans. Et on se dit, pourquoi on ne prend pas un peu plus notre part? Et là, si le 1er janvier, les 1600 milliards qu'on s'apprête à dépenser, les dépenses de ménage en France, peut-être 1500 milliards maintenant, si on se parle, et qu'au lieu, scénario habituel depuis 40 ans, le 2 janvier, on se met à butiner, on achète à droite, à gauche, un peu de com, de marketing, et on dilue, on fragmente en fait cette capacité à donner une impulsion plus franche. Et c'est le monde actuel. Si un 2 janvier, dans quelques temps, entre Gen Act, entre peut-être les entreprises du partage, et ce qu'on pourra faire, on se parle un peu en disant, et ça coûtera la même chose, pas 1 euro de plus. Bon les amis, on a une entreprise, elle a un modèle qui nous garantit que mécaniquement, puisqu'en plus nous consommateurs on est à l'intérieur du modèle, il ne peut pas se passer autre chose que une résonance de mon argent qui en conséquence va soigner le monde, faire plus de bien que de destruction de valeur. Si on a cette liste d'entreprises et que ça nous coûte le même prix, il y a une chance extraordinaire de voir le gros paquebot aujourd'hui piloté par des gens qu'on ne comprend pas très bien revenir peut-être dans une zone un peu moins risquée pour tous. Donc, c'est à portée de main. La preuve est faite. Il y a 8 ans, on nous parlait d'utopie et d'incapacité à imaginer concrètement ça. Aujourd'hui, on parle, oui, la réalité, celle-là, collective, le bon sens, la bienveillance, à chasser et pousser du pied la fatalité du fait qu'un producteur, ça ne peut pas gagner sa vie parce que le marché est tel qu'on ne peut pas lui payer plus cher que ce qu'il avait eu pendant des années. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, on retient le « on ».
On retient cette notion de famille, et que dans cette famille, d'ailleurs, il y a des alliés de la grande distribution, puisque tu l'évoquais, cette aventure, elle a aussi pu démarrer par des rencontres, notamment avec Bertrand Swiderski, qui est d'ailleurs un membre du conseil d'administration du Collège des directeurs du développement durable. Cette rencontre, c'était aussi une rencontre qui a rendu les choses possibles, et que la grande distribution peut être un allié. Un petit mot là-dessus. Bertrand Swiderski, je crois qu'il y a pas mal de patrons de la RSE, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Il est patron de la RSE du groupe Carrefour. Il vient, son histoire, elle est intéressante. C'est Jérôme Bédier qui le prend, il faisait du conseil, il lui dit, viens chez Carrefour. Une histoire, quelque chose qui ressemblerait peut-être à ton histoire, Fabrice. C'est-à-dire que je viens, mais je veux pouvoir faire des choses, quoi. Et il vient dans cette dimension-là. Il est assez unique, même dans la grande distribution, Bertrand. Et Jérôme Bédier, qui était un patron de chez Carrefour plus traditionnel, on a réussi à l'amener sur l'unique, en fait, zone. On n'est pas arrivé avec un 50-50, avec un peu d'émotionnel dans un coin, mais on vous parle un discours de start-up pour vous rassurer, parce que sinon vous allez penser qu'on va disparaître en 3 mois. Non, on est arrivé, nous on était les clients du magasin. C'est là où ils ont fait une étude, ils ont regardé comment on était structuré, et on a proposé que ça, parce qu'en réalité, on n'était que ça. Et Jérôme Bédier, c'est une jolie histoire, je trouve, qui me montre, quand au début, il dit avec Bertrand Swiderski, on prend la brique de lait, elle n'est pas connue, on l'a mis dans tous les magasins, ce qui était fou, en quelques semaines. Il nous dit en même temps, j'aimerais bien être dans la coopérative sociétaire, puisque chez nous, c'est une coopérative, la patronne. Et là, toute l'équipe me dit, mais c'est de la com, Jérôme Bédier, c'est une façon de faire un peu de stratégie, bon. Il voulait même être le numéro 1, le premier sociétaire de la COP. Je crois qu'il est 3e sociétaire de la COP. Et puis, je sais pas, moi, avec peut-être un peu ma candeur, mais je dis, je sais pas, quand je discute avec lui, vraiment, c'est un père de famille. Vous voulez pas avoir une brique de lait qui sauve des familles de producteurs? Vous êtes du Forez, vous avez de la famille producteur comme toute la France. Bon. Mais gentiment, j'étais sur cette dimension-là. Le temps a passé. On n'a jamais voulu croire qu'il était un peu plus humain qu'un stratège qui mettait une marque qui allait ramener du monde dans les magasins. 55% de taux de recrutement, la brique de lait, un record, je crois, un peu historique chez Carrefour. Et 3 ans après, il n'est plus chez Carrefour. Il y a une séance hebdomadaire où on décide de tout, tous ensemble. C'est-à-dire que vous devenez sociétaire de la COP si ça vous intéresse. Et là, on a un nouveau produit. On vote la remontée d'un prix, d'une rémunération de producteur. Ce sont des votes collectifs. Et des votes qui ne se font pas en réunion avec de l'ego, de petits chefs qui commencent à organiser le truc. Vote froid, de chez soi, j'ai toutes les infos, je dis, voilà où je veux amener moi l'histoire. Et le vote est souverain, on le prend et on en fait une décision. Et à la fin de cette décision, je crois que c'était sur la couleur des boîtes d'œufs, à peu près, puisqu'on voulait les faire roses, pardon pour, je ne sais pas le dire la parisienne, mais roses pour qu'ils soient visibles. Nous, consommateurs, je me rappelle, c'était pas une agence de com, on dit, on va faire des œufs de la couleur la moins visible dans le rayon. Toutes les agences nous disaient, non, il y a des codes couleurs. Oui, mais on le voit plus. Bon. Et on a fait un truc rose et bleu. On ne voyait que ça en rayon. C'est devenu aujourd'hui la 3e boîte d'œufs la plus vendue. Je reviens à Jérôme Bédier. À la fin de cette conversation, et j'en ai fini, une liste de questions pour qu'on réponde, nous, l'équipe, aux questions. Il y avait donc Brigitte, Thierry, Jérôme. Voilà, les 3 questions arrivent. Le dernier, c'est Jérôme. Il avait sa caméra fermée. Et quand il parle, je reconnais la voix de Jérôme Bédier. Alors je lui dis, mais attendez, excusez-moi, je vous arrête. Vous êtes Jérôme Bédier? Il dit, oui, c'est moi. Alors je dis à tout le monde, écoutez, voilà, c'est l'ancien patron de Carrefour. Ça voulait dire qu'il était resté dans cette idée que ça avait du sens, cette aventure, au-delà de sa simple décision stratégique du moment où il avait dit oui. Donc il y a beaucoup de choses qui montrent qu'il y a de l'espoir, parce que chacun pris dans cette dimension-là est capable de voir vibrer un peu de l'accord du bon sens collectif et de la bienveillance, aller chez tout le monde. Maintenant, si tu arrives dans une société où on te dit, là, tu laisses tout ça au vestiaire, parce qu'il faut qu'on arrive à faire un peu plus de profit qu'avec des émotions, tu deviens un autre, au boulot. Voilà.
Bon, je retiens que ce lait, c'est aussi un lait sans ego, ce qui ouais, peut sans être additifs, sans ego. Intéressant, sans additifs et sans ego. Dernière question, Nicolas Chabanne, et puis on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets, dont le sujet évidemment de la gouvernance, parce qu'on va quand même mettre quelques termes techniques sur toute cette dimension émotionnelle que tu viens d'apporter. Je t'ai entendu, quand tu as fait cette petite vidéo là sur le chemin, là, je crois que c'est à ce moment-là, tu dis c'est fondamentalement reproductible. Et comme tu ne choisis pas tes mots au hasard, et quand tu dis fondamentalement reproductible, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est reproductible d'abord que sur le B2C, parce que quand même il faut qu'il y ait un consommateur au bout du bout. Est-ce que c'est reproductible sur l'ensemble des secteurs, de la construction, de la mobilité, où tu disais ça pourrait même être des maisons de retraite? Ah ouais, mais c'est un très bon exemple. Je vous le donnerai à la fin, les maisons de retraite, mais c'est pas reproductible aussi facilement sur tous les secteurs. Évidemment, il y a des secteurs qui ressemblent plus à ce qu'on a fait. Et si on prend les points de force la co-construction, les votes collectifs, on va rappeler ce qu'est le patron, c'est très simple. En tant que consommateur, nous tous, on détermine le cahier des charges, on répond à des questions. Est-ce qu'on est prêt à mettre 4 centimes de plus ou 5 centimes pour enlever les OGM de l'alimentation animale? Quand tu fais cette réponse, tu vois le prix qui s'indexe. Les 8 centimes par litre pour que le producteur vive, on les met. On va parler de 69, on était passé à 77, 77,82. 1 à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. On crée le cahier des charges et on sait à quel prix voter, conseiller, on va le retrouver. Donc voilà comment, en fait, ça s'était créé. À ce point-là de co-construction et de vérification, peut-être que sans doute tout ne se fera pas de la même manière. Mais prenons au fil du temps, on a été très modéré. On s'est dit, on va peut-être pas parler du fait que c'est reproductible. Maintenant, j'en suis intimement persuadé parce que ce qui résonne en fait dans cette aventure-là, c'est, je vais essayer de vous le décrire pour les maisons de retraite. C'est quand même loin des briques de lait. Quelqu'un nous dit dans les sociétaires, mais les maisons de retraite, c'est un drame. Il y a peut-être d'ailleurs des secteurs où il ne peut pas y avoir de rentabilité. Il va peut-être faire le deuil de temps en temps de secteurs où on ne peut pas créer de la rentabilité quand on s'occupe de la fin de vie des gens. Il est très remonté, il vit ça avec sa famille. Et donc quand on y réfléchit du mythe, on se dit mais effectivement, si un jour les consommateurs, nous tous consommateurs, on a comment c'est pas une marque, mais une chaîne ou des maisons de retraite où, comme c'est qui le patron, on est à l'intérieur du système. Là, on voit arriver les entreprises du partage ou Genact. C'est-à-dire qu'on rentre et nous, consommateurs, par la fondation actionnaire, on est dans un coin. On sait ce qui se passe. Les dirigeants savent qu'on est là et sont heureux. C'est-à-dire que les dirigeants ils restent majoritaires, ils font leur vie, il faut qu'ils restent absolument dans cette capacité à être des entrepreneurs, mais ils ont le plus bel associé du monde, les consommateurs dans un coin. Et parce qu'on est là, il y a une chose qui se passe. On ne peut pas tout vérifier. Mais quand tu es entrepreneur aux marques, tu peux biaiser le contrôle de Bureau Veritas, mais aller mentir. Il y a un consommateur qui a pris quelques heures de son temps professionnel pour venir épauler et faire de la transparence, c'est beaucoup plus dangereux. Donc on arrive à un truc rassurant. Et un jour, on a nos maisons de retraite. Et là, je fais court. Je vais, comme j'ai fait cet après-midi, je vais dans la maison de retraite. À Moulins, il y a ma grand-mère qui est là. Et puis dans le cahier des charges simple, on a dit on voudrait que la nourriture soit bonne et qu'il y ait des produits locaux. Bon, j'ai fait ma visite, je pars dans les cuisines. Vous savez qu'on est les consommateurs dans l'histoire, oui, bien sûr, ok. Vous pouvez me montrer la liste des produits, vous avez bien ce qu'on a décidé. D'ailleurs, ma grand-mère m'a dit que c'était bon, donc ok, très bien. Et puis pour les salaires, on a fait un petit remonté de salaire. Ça nous coûte un tout petit peu plus par mois et encore, parce que comme on fait plus de com, ça coûte finalement pas plus cher peut-être, ou peut-être moins cher. Et donc, bonjour Orpea. Et donc, si à un moment donné, j'ai mis un peu plus d'argent et que je peux dire à quelqu'un, à 2-3 personnes là, vous gagnez un peu plus d'argent, c'est ça, les salaires ont été remontés, oui. Écoutez, on est très heureux, merci. On sait que si elles sont heureuses, ces personnes, elles vont mieux s'occuper de nos parents. Combien de temps il faudra pour qu'on amène tous nos parents dans cette maison de retraite? Donc on voit bien que c'est pas ultra compliqué, c'est pas des business plans. On est encore sur la dimension presque émotionnelle. J'ai des infos, je suis à l'intérieur, on me raconte pas une histoire. En revanche, il faut que je puisse aller voir en tant que consommateur ou un représentant comme moi chaque tiroir de façon bienveillante, mais on ne peut pas croire sur parole de la communication, c'est fini. Donc là, on y reviendra, mais le modèle des entreprises de partage, c'est ça, c'est de se dire, de façon ultra simple, je vais faire simple, vous avez le monde économique aujourd'hui, il y a
des bâtiments de 400 étages. On a essayé pendant 8 ans, Nestlé est venu nous voir en disant « Ouais, il faut qu'avec les consos, on fasse des trucs, Danone, machin. » Bon. En fait, on est arrivé, et là, on est en face du syndrome de Kaiser-Söze. Je ne sais pas si vous connaissez Usual Suspect. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui bloque, mais en fait, personne ne sait qui bloque. C'est-à-dire que, mais pourquoi vous bloquez sur cet aspect-là? Oui, mais non, mais bon. Et en fait, on se rend compte que c'est hyper dur de changer un logiciel avec des racines de 300 mètres de profondeur. Tu changes 3 fenêtres, un étage, le bâtiment, il a une énergie qui est finalement pas renouvelée assez. Et là, on s'est dit, on va reconstruire juste à côté une entreprise avec la première, et on va mettre 51% majorité sur la structure historique. Et là, nous, les consos, on va se mettre là. On est des beaux associés, encore une fois. Hein, on n'est pas juste des empêcheurs de tourner en rond. Et puis, on dit aux grosses entreprises, vous continuez. Hein, si le modèle d'avant continue, vous avez votre grand bâtiment. Si jamais ça coince, vous aurez peut-être bien fait de vous retrouver avec vos consommateurs dans une autre dimension. Et c'est comme ça qu'on va construire à côté du monde actuel des entreprises dont nous, consommateurs, avec un énorme filtre en point d'entrée, on saura absolument tout pour savoir où va notre argent, à quoi il sert, etc. etc. Et quand on relie les deux, pour résumer et pour finir, tout l'argent sort de nos poches. On ne peut plus se contenter de se demander si un produit peut aider ou pas à la planète. Il faut maintenant que l'entreprise soit labellisée. Il faut qu'à un moment donné, je sois sûr qu'en amenant mon argent, je ne peux pas créer un autre système mécanique que une planète qui ira mieux et des salariés mieux payés, etc. etc. C'est ce modèle-là qui va me garantir l'effet automatique et mécanique. Et donc, il y a une dimension fondamentale, évidente à imaginer que... En fait, il ne faut même pas se dire, est-ce que tous les secteurs le feront? On doit le faire. Il n'y a plus aucune possibilité d'imaginer autre chose. Les gens en place, avec la meilleure volonté du monde, des gens avec qui vous partez en vacances qui sont très sympas, dans le cadre du syndrome Kaiser-Söze, ils sont incapables de faire ce virage-là. Donc nous, consommateurs, on reconstruit avec les entreprises un monde juste à côté qui, si c'est le monde de demain, permettra d'ailleurs aux grosses boîtes de ne pas s'effondrer en une fois sur elles-mêmes. Donc ils ont beaucoup à y gagner. Merci Nicolas Chaban. Donc l'économie du partage. Dans cette économie du partage, il y a le on. Dans ce on, il y a que le on. Mais dans ce on, il y a une voix silencieuse qui est la voix de la nature. On va en parler maintenant et on va beaucoup en parler avec toi, Fabrice Bonifay. Donc Fabrice Bonifay, tu as été directeur du développement durable de Bouygues, auteur avec Céline Pouf-Archivili de l'entreprise contributive. Tu es président du collège des directeurs du développement durable et, comme je le disais tout à l'heure, également et nouvellement président de l'association sœur du C3D GenAct. Et la promesse de cette association sœur, c'est pourquoi je faisais la transition sur le sujet de la nature et du vivant, eh bien, c'est la promesse de rassembler, de fédérer et de faire monter en compétence toutes celles et ceux qui veulent agir dans leur sphère d'influence, à leur échelle, pour transformer et agir et faire advenir des nouveaux modèles. Ce nouveau modèle que tu portes, toi, et tant mieux s'il y en a beaucoup qui s'offrent à nous aujourd'hui. Ce nouveau modèle, c'est le modèle de l'entreprise de la RSE 2.0 à visée régénérative. Alors, je me fais tout de suite l'avocat du diable, comme ça, on va déverrouiller et lever le frein. C'est donc un énième concept. Non, c'est pas un énième concept, c'est plutôt un rassemblement de concepts qui existaient déjà, mais on essaye maintenant de le mettre dans un tout cohérent, parce que pour changer un modèle d'affaires qui est aujourd'hui majoritairement linéaire en autre chose, il faut aligner un certain nombre de planètes. Donc on a édicté 10 commandements avec les fondateurs de GenAct, j'en suis pas le seul auteur, hein. Et dans ces 10 commandements, on considère que si les entreprises arrivent à prendre ce virage sur l'aile et les adopter, on aura une société qui sera fondamentalement différente. Alors parmi ces commandements, il y a celui que Nicolas vient d'expliquer, qu'il faut redonner le pouvoir à celui qui paye, donc le consommateur. Ça, c'était un des 10 commandements de GenAct. Donc Nicolas l'a très bien expliqué et c'est fondateur. On voit bien que ce niveau de transparence, de partage, de
décision, de partage de profit, mais aussi de décision. Il est indispensable pour que ça fonctionne. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et alors, je ne vais pas vous les faire les listes, mais je vais en faire quand même quelques-uns. Oui, surtout, pardon Fabrice, qu'il y en a 2 qui sont directement inspirés de tout ce que vient de dire Nicolas Chaban, qui vont s'afficher tout à l'heure derrière toi. J'ai rencontré plein de gens bien dans ma carrière et Nicolas est dans le top, dans le top 5, hein, ça c'est clair. Il m'a beaucoup inspiré récemment, hein, et c'est trop bien ce qu'il fait. Et donc on avait besoin de ce type de pensée, hein, aujourd'hui. Alors le second commandement qui est vraiment complètement clé, c'est que qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Ce qui pose problème, c'est que le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie via des convertisseurs qui sont des machines, et on fabrique des produits. Et les industriels sont incités, en fait, parce que le modèle est comme ça, parce qu'en fait c'est l'économie du volume, à fabriquer toujours plus de produits à des gens qui doivent les acheter avec de la publicité parce qu'ils n'en ont pas toujours besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas toujours, donc on leur en prête, et tout ça, ça finit à la poubelle. Voilà, et tout ça pour souvent impressionner d'autres gens qui s'en foutent complètement. Donc cette approche-là, cette approche linéaire et écocidaire, parce que la planète est ronde, et que ce qui pollue, c'est cette extraction de matières premières, parce qu'on extrait toujours plus de matières premières, et ça consomme beaucoup d'énergie d'extraire des matières premières, d'une part, et puis ensuite fabriquer les produits, ça consomme encore de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie grise, et comme les produits sont embarquent ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée pour provoquer le réachat. S'ils sont trop solides, les gens vont les garder trop longtemps. Et donc, les entreprises qui font leur chiffre d'affaires sur la vente de produits n'ont pas intérêt à ce que ça dure trop longtemps. Donc, on est sur un monde de fous. Et il y a 800 millions de personnes en France, dans le monde plutôt, qui consument la planète parce que on provoque en fait ce réachat permanent toujours des mêmes produits. Et c'est pour ça que en quelques décennies, on a je ne sais pas combien de fringues par personne avec des taux d'utilisation qui sont très petits. On a je ne sais pas combien de millions de mètres carrés construits avec des taux d'utilisation qui sont toujours plus faibles. On a des véhicules qui sont utilisés 4 ou 5% du temps. On est obèse en calories alimentaires. C'est pour ça que ça crée d'ailleurs de l'obésité tout court. On est obèse en tout dans les pays dits à haut revenu. Et c'est simplement ces 800 millions de personnes qui émettent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. C'est complètement dingue. Et on pense que, on fait croire aux gens via un récit que consommer, ça rend heureux. Alors qu'on sait que ça rend pas heureux. On sait qu'en dessous d'un niveau de matériel, de revenus, on est clairement malheureux. Mais il y a des sociologues et des économistes qui ont expliqué, notamment M. Badret, qui dit qu'au-dessus d'un certain niveau, l'accumulation ne rend pas plus heureux. Donc on a besoin d'avoir un nouveau paradigme de développement qui est de développement industriel, qui n'est plus basé sur la possession, qui est ni basé sur le volume, mais qui est basé sur l'usage. Donc nous, chez Genact, on va essayer de promouvoir un modèle où on va proposer aux industriels d'aller de l'obsolescence programmée à la pérennité programmée et de faire en sorte que le produit, une fois qu'il est fabriqué, dure le plus longtemps possible, et on ne vend plus le produit, on vend l'usage du produit. On n'a rien inventé là-dessus, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité, ça existe depuis très très longtemps, mais ce qui ne fonctionnait pas, c'était le modèle financier qui était associé. Et donc, on est en train de disrupter le modèle financier avec un certain nombre de gens qui ont réfléchi à la question. Parce que moi, je ne suis pas financier, mais j'ai vite compris que si l'entreprise reste propriétaire du produit, qu'elle va proposer à ses clients via la vente de l'usage de produits, au bout d'un moment, dans son stock, il va y avoir énormément de produits. Et tels que sont montés aujourd'hui et configurer les systèmes financiers, ils vont payer un maximum d'impôts, quoi. Hein. Imagine un stock énorme. Et ça va pas. Puis un deuxième truc qui va pas, si vous fabriquez un produit et que vous en vendez l'usage, d'habitude, quand vous vendiez le produit, vous récupériez, lorsque vous vendiez le produit, l'argent qui avait été nécessaire pour acheter les matières premières. Là, si vous ne vendez que l'usage, vous allez récupérer qu'une fraction, en fait, de ce que ça t'a coûté, de ce que ça a coûté à l'industriel. Et donc, le BFR, le besoin en fonds de roulement, le cash d'entreprise ne peut pas suivre. Donc, il faut trouver un autre moyen de financer ça. Donc, on l'a trouvé. C'est très complexe. On va le présenter bientôt au marché, ça, à des banques, à des investisseurs, pour dire là, il y a moyen de financer ces produits à pérennité programmée, en considérant que les matières premières qui sont contenues dans le produit ne s'amortissent pas.
Voilà, ça s'amortit pas parce qu'en fait, on veut faire en sorte que les produits de demain deviennent les banques de matériaux pour les produits du futur. Et ça change tout. Parce que là, en fait, on n'aura plus affaire à des déchets, des futurs déchets, lorsqu'on verra un produit, mais on verra en fait des produits qui vont nous servir à l'économie de demain. Donc on va chérir le produit, on va le protéger, on va le réparer, on va le faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. C'est ça la révolution. Et donc c'est possible de faire ça. Ça c'est un deuxième commandement de Gen Act. Et qui, pardon, est tout à fait lié évidemment au premier, puisque en fait il s'agit d'alléger la pression sur les ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est exactement. Alors ça me permet d'enchaîner sur le deuxième. J'arrêterai là parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui doivent parler. Après, aujourd'hui, un conseil d'administration d'une entreprise, il est là pour préserver le capital financier de l'entreprise. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Préserver le capital financier, préserver l'intérêt des actionnaires, parce que les actionnaires qui mettent leur argent dans l'entreprise, c'est comme quand tu mets de l'argent sur un compte épargne, tu attends un retour sur investissement, parce que tu as pris un risque en mettant de l'argent dans une entreprise, donc tu veux être rémunéré sur ce risque. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc les actionnaires émettent une grosse pression sur l'exécutif des boîtes pour que les boîtes crachent du résultat et ensuite ça ruisselle en dividendes là, pour les actionnaires. C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les boîtes du monde aujourd'hui. Et lorsqu'on interroge, alors c'est là que ça devient drôle, lorsqu'on interroge les entreprises sur leurs impacts et sur leurs enjeux, la CSRD était révélateur de ça de toute façon, hein. Toutes les entreprises disent à l'unisson, ce qui est vraiment important, c'est le climat. Il faut vraiment qu'on fasse attention au climat. Très bien. Et puis il y en a quelques-unes aussi lucides qui disent, ce qui est vraiment important, c'est le vivant. Hein, c'est la biodiversité. S'il y a plus de vie, il n'y aura plus d'entreprise. Toutes n'ont pas compris ça, hein, mais il y a quand même quelques-unes qui ont compris. Et puis quand on regarde la composition du conseil d'administration, on se dit, mais qui représente la principale partie prenante dans votre conseil d'administration? Mais personne. Personne. Donc, on a décidé, Gen Act et C3D, de faire une proposition de loi. On va la proposer avec Marine Calmet, qui est la présidente de Wild Legal, vice-présidente de Gen Act. Et on va dire, comme ça a été le cas pour la loi Copé-Zimmermann en 2011, où enfin la loi a imposé une parité parfaite entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration, eh bien, on va demander à ce que le législateur impose qu'il y ait dans les conseils d'administration des représentants du vivant. Alors pourquoi faire? Pas simplement pour dire non, c'est avec un vrai rôle et surtout un pouvoir de dire non. Pour que ce représentant ou ces représentants du vivant puissent dire à l'exécutif, le plan de transition que vous venez de nous montrer, là, monsieur le directeur général, ça me rassure pas sur sa capacité à rembourser la dette environnementale que vous creusez lorsque vous mettez en place votre activité commerciale. Parce que toutes les activités commerciales utilisent des matières premières, je dis, et utilisent de l'énergie pour les transformer. Donc il n'y aura jamais aucune entreprise qui sera zéro impact. Ça ne veut rien dire. C'est normal qu'il y ait des impacts. Et même un castor qui fait un barrage sur une rivière, il génère des impacts. Donc qu'il y ait des impacts, le but du jeu, c'est bien sûr les minimiser au maximum, évidemment. Et ceux qui sont résiduels, ceux qu'on ne peut pas complètement annuler, il faut que le business de l'entreprise, que le business au sens, le processus de fabrication, prenne en compte les étages technologiques de régénération. C'est-à-dire que l'entreprise doit, à la fin de l'année, attester qu'elle a remboursé sa dette environnementale. J'ai utilisé 10 000 litres d'eau pour mon process, ok. J'ai donc souillé cette eau, ok, c'est pas très grave. J'avais fait bien attention d'utiliser le process le plus clean possible, mais j'ai quand même souillé cette eau. Mais est-ce que je peux attester devant mes administrateurs que j'ai nettoyé ces 10 000 litres d'eau avant de le renvoyer dans le milieu naturel avec la même qualité bactériologique que ce que j'avais eu au départ? Est-ce que je peux l'attester? Est-ce que je peux le prouver? Et donc, pour que l'entreprise puisse demain dire à ses administrateurs et aux représentants du vivant, oui, j'ai eu une activité commerciale, j'ai gagné de l'argent, mais je n'ai pas abîmé, je n'ai pas contribué au changement climatique, je n'ai pas contribué à éradiquer la biodiversité parce que j'ai régénéré, j'ai préservé, j'ai protégé. C'est pas de la compensation, hein. Ça doit être dans le process. Ça doit être dans le process et ça doit être dans le prix, évidemment, exactement comme le fait Nicolas. Donc voilà, on en a présenté 3, il y en a 7 autres. Et c'est pour ça que c'est une révolution de Gen Act. C'est une révolution parce que ça va complètement changer le business.
Ça va changer le regard des actionnaires, ça va changer le regard des clients qui vont plus acheter un produit, qui vont acheter un usage. Ça va changer le rôle du marketing. On va plus faire un marketing pour faire vendre le produit, mais pour vendre l'usage. La vraie liberté de demain, ça sera de pouvoir jouir de tout sans rien posséder. C'est pas le même marketing, faut reconnaître. Et pour ça, on a besoin des entrepreneurs. Et c'est pour ça que je suis très content d'être entre deux entrepreneurs à droite et à gauche là, parce que le CJD porte finalement quasiment les mêmes valeurs que Genact. Et d'ailleurs, ils en font partie. Donc voilà, je leur laisse la parole. Merci beaucoup pour la transition. Du coup, c'est Mathieu qui prend le relais. Donc, Mathieu Hetzer, en tant que dirigeant, président du CJD, et avec Kitri Idiar, vice-présidente, vous avez effectivement tout de suite répondu à cette initiative Genact dont vient de parler Fabrice. On va s'en reparler tout à l'heure. Alors, les membres du CJD qui sont présents ce soir ne la prendront pas, mais peut-être que d'autres invités oui. Le CJD, eh bien, c'est un mouvement de dirigeants engagés au service du vivant. Le CJD, tu le dis, Mathieu, souvent, est chercheur de pépites. Ça veut dire quoi? Exactement. Alors déjà, une petite question. Il y a combien de JD dans la salle? Ok, donc vous apprendrez rien effectivement. Qu'est-ce que c'est les pépites? Je vais peut-être présenter très rapidement le CJD, c'est important, une petite mise en contexte. Le CJD, c'est le plus ancien mouvement patronal de France. On a été fondé, créé en 1938. On est une association de dirigeants d'entreprises, principalement TPE, PME. 6000 dirigeants répartis sur le territoire en 128 associations locales, 16 régionales et une tête de réseau que je préside. Florence vice-préside la région Alsace et donc ma tête de réseau. CJD a 3 casquettes. Première casquette, l'école du dirigeant. Le CJD, c'est 75 000 heures de formation par an. 75 000 heures de formation Calliope, on va dire. Il y a encore beaucoup d'autres formations dispensées par des JD au JD. Première casquette, la formation. Deuxième casquette, très importante, et ça rejoint les pépites dont tu parlais. Deuxième casquette, c'est l'Action Tank. Au CJD, une des valeurs, un des piliers, c'est l'expérimentation. Le dirigeant qui arrive au CJD, il vient pour expérimenter de nouveaux modes de management, de gouvernance, etc. C'est là qu'on parle de pépites. Je vais vous donner 2 exemples. Un premier exemple qui concerne une expérimentation qui a eu lieu l'année dernière en région Occitanie, sur la semaine de 4 jours. Donc on a embarqué 12 entreprises du CJD sur une expérimentation formalisée avec la région Occitanie, avec l'ARACT Occitanie, pour aboutir au bout de 12-18 mois à un livrable de bonnes pratiques ou de risques. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez mettre en place la semaine de 4 jours dans votre entreprise. Donc ça, c'est une des expérimentations. Il y en a une autre qui aura un impact à plus long terme qui s'appelle Galilée. Galilée, c'est un parcours de transformation des modèles d'affaires, transformation des modèles d'entreprise. Galilée, alors pourquoi je parle d'expérimentation? Galilée, c'est un parcours qui a lieu sur les territoires. Donc encore une fois, on a un maillage territorial et local très important et on a lancé 3 cohortes de ce parcours de transformation Galilée en partenariat avec l'ADEME, par exemple, avec d'autres acteurs locaux. On a lancé Galilée pour embarquer nos dirigeants à transformer le modèle d'entreprise. Sur ce deuxième casquette Action Tank, c'est là qu'on remonte des pépites, des bonnes pratiques. Il y a un troisième aspect qui est important et qui va vous donner vraiment l'ADN du mouvement, c'est le côté militant. Le CJD est un mouvement profondément militant qui œuvre depuis 1938 à mettre l'économie au service du vivant et, on va le résumer comme ça, à réconcilier le salariat et le patronat. Je vais donner quelques exemples rapides de ce sur quoi le CJD a travaillé depuis sa création. Donc on a milité entre autres pour la création de l'assurance chômage, donc ça date des années 57 si je dis pas de bêtises. On a milité pour la légalisation de la formation en alternance. Dans les années 75, l'alternance était illégale. Les enseignants et le patronat étaient opposés à l'alternance. Le CJD a milité pour la légalisation de l'alternance. On a œuvré aussi à la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. On a œuvré pour le partage de la valeur en entreprise. Nous étions favorables aux 35 heures, qui est quand même un des rares mouvements patronaux favorables aux 35 heures. Et là, je vous ai parlé de la semaine de 4 jours, qui sont des sujets qu'on suit depuis les années 97. On a participé à un Tour de France, la semaine de 4 jours en 97.
Donc mouvement militant sous l'angle humaniste. Et là où les pépites sont importantes, effectivement, c'est sur les remontées d'expérience terrain. Alors c'est quoi une pépite ? Une pépite, c'est une bonne pratique qu'un de nos membres expérimente dans son entreprise sur tout un tas de sujets divers et variés. Et les pépites remontent à tête de réseau. Et quand on se dit, tiens, là, il y a un truc à creuser, et ben on creuse, comme ça a été le cas sur la semaine de 4 jours. C'est ce qu'on appelle le bottom-up. Totalement. Et on fonctionne complètement comme ça. On est là pour former les dirigeants. Donc on va faire de la formation qu'on va qualifier de descendante, mais on s'inspire aussi beaucoup de ce qui est en place dans les entreprises locales pour après le diffuser, le faire rayonner un peu partout. Ce qui va nous amener très vite d'ailleurs au témoignage dans quelques instants de Florence Marteau. Je t'ai écouté, j'ai écouté certaines de tes interventions. J'ai été impressionnée par ton expertise pointue sur la question de la gouvernance et de l'évolution des modèles de gouvernance. Parce qu'on est d'accord, ce qu'on vient d'entendre là de la part de Nicolas et de Fabrice, ben, ça touche à ça. C'est comment on change le cœur de l'entreprise, comment on change la représentation au cœur de l'entreprise. Et vous travaillez essentiellement sur l'implication des salariés, beaucoup sur ces expérimentations en matière de gouvernance. Et tu dis, ça m'a étonné, mais j'aimerais bien t'entendre l'exprimer ce soir. Tu dis finalement, la gouvernance, changer la gouvernance, c'est très accessible et c'est peut-être ce qu'il y a le plus facile à changer. Je le remets en contexte, c'est ce qu'il y a le plus facile à changer quand on envisage de transformer son entreprise. Oui, il faut la condition, l'ambition qui va avec, évidemment. Ouais, c'est un sujet qui nous tient très à cœur au CJD. Les dirigeants entrent au CJD souvent parce qu'ils ont un sentiment de solitude. Ils sont seuls sur leur chaise. Quand ils ont des actionnaires et des collaborateurs, eux, ils sont tout seuls au milieu à prendre les décisions. Donc souvent, le dirigeant, il arrive pour rompre la solitude du dirigeant. Et cette notion de solitude du dirigeant, c'est une des bonnes raisons, aujourd'hui, plus que jamais, de réinventer sa gouvernance. Tu as parlé de la succession des crises qu'on est en train de vivre. C'est le gros bordel, on ne va pas se mentir, pour résumer. Aujourd'hui, un dirigeant qui doit intégrer toutes ces considérations-là, à un moment donné, il peut se tétaniser. En partageant la gouvernance, on va rompre cet aspect solitude, on va réfléchir ensemble pour co-construire des solutions. Donc il y a un premier aspect très important dans le partage de la gouvernance, c'est casser cette solitude du dirigeant et partager la décision. Mais il y a un deuxième effet, très positif aussi. Aujourd'hui, globalement, je ne connais pas beaucoup de boîtes qui arrivent à recruter facilement. Aujourd'hui, les gens cherchent du sens, les collaborateurs cherchent du sens. Ils veulent devenir acteurs de leur vie, ils veulent devenir maîtres de leurs décisions. Et en partageant la gouvernance, non seulement le dirigeant sera moins seul, mais en plus, les collaborateurs seront contents parce qu'ils deviennent acteurs. Donc, c'est les effets positifs. Eh bien, justement, je vais rebondir. On a démarré avec l'économie du partage. Donc, si on enchaîne sur cette notion de gouvernance partagée, c'est exactement la raison pour laquelle Florence est avec nous ce soir. Donc, je rappelle, Florence, que tu es vice-présidente du CJD pour l'Alsace et que tu n'es pas que ça. Tu es d'abord et avant tout une entrepreneuse très engagée et tu diriges l'entreprise Click-Eco qui propose des services pour le traitement des déchets dangereux. Je crois que tu vas nous en dire un petit peu plus. C'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut le présenter. Et surtout, tu as mis, toi, en œuvre au sein de ton entreprise, alors ce principe de gouvernance partagée en t'inspirant, et tu me disais tout à l'heure, surtout, ne dis pas que je le pratique et que je l'ai complètement mis en œuvre, parce que pour l'instant, c'est une inspiration, c'est celui de l'holacratie, c'est-à-dire... Alors effectivement, comme je te le disais, je me suis pas levée un matin en me disant je vais faire de l'holacratie dans ma boîte. Ça n'est jamais arrivé. Ce qui m'avait très impressionnée, je me suis dit il faut que je fasse pareil. Je suis désolée, ça ne se passe pas comme ça. Alors, Click-Eco, c'est une entreprise qui fait de la gestion de déchets dangereux pour l'environnement. Donc, j'ai tiqué quand tu as dit traitement parce qu'on ne s'occupe pas de traitement de déchets. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça, en France, c'est géré par
de très grands groupes que vous connaissez, Veolia, Séché, Suez. Mais on s'occupe de micro-logistique. Nous, notre credo, c'était de dire toutes les entreprises en France sont soumises à la même réglementation concernant la gestion des déchets dangereux, qu'ils aient un aérosol à traiter ou 800 000 tonnes de solvant, même réglementation. Sauf que les grands groupes viennent chercher du flux de déchets, et donc il n'y avait pas de solution adaptée au petit flux de déchets. Nous, c'est vraiment là-dessus qu'on intervient, c'est le petit flux de déchets dans toutes les TPE, PME, voire grands groupes qui existent. Donc ça, c'est pour Click Eco. Et donc, je ne me suis pas levée en faisant de l'holacratie. C'est une entreprise que j'ai même pas créée. C'est une entreprise que j'ai reprise en 2014, alors qu'elle était en train de mourir. Elle était au bord de la faillite. C'est une entreprise que j'ai reprise avec mon père et qu'on a redressée pendant 4 ans. 3 ans, je rallonge le truc, 3 ans. C'était suffisant, c'était long, douloureux. Donc, avec déjà quelque chose de chevillé au corps qui était le concept est bon et il y a des gens dans cette aventure, puisque Click Eco, c'est une franchise. Donc, il y a plusieurs agences en France. Et pour moi, c'était inenvisageable parce que toutes les semaines, pendant 3 ans, on m'a dit liquide cette boîte et fais autre chose. Et moi, je me disais, mais je peux pas liquider cette boîte, il y a des gens dedans. Donc, elle doit marcher, en fait. Elle peut fonctionner, je ne liquiderai pas cette boîte. Alors, ça a été au prix de beaucoup de larmes versées seules dans ma voiture. Mais on a redressé cette voiture. De cette voiture, pas du tout. Cette entreprise, la voiture est toujours restée droite malgré les larmes. Ceci dit, j'ai vécu la solitude du dirigeant. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Alors c'est dommage, je suis rentrée au CJD une fois que j'avais redressé la boîte. Avant, je croyais que j'avais pas le temps. Ça m'aurait aidé à faire plus vite, je pense. Mais, et alors, je disais que je me suis pas un matin levée en me disant j'allais faire de l'holacratie, déjà parce que je suis arrivée moi dans une entreprise dans laquelle il y avait énormément d'actionnaires, toute petite boîte mais plein d'actionnaires. Quand je devais imprimer l'organigramme du groupe, il me fallait un A3 parce que sinon on voyait rien. Et je me disais comment on peut avoir un actionnariat aussi énorme, plein de minoritaires. Alors bon, c'était dû au fait que cette entreprise était au bord de la faillite et que quand on est au bord de la faillite, les banques ne nous suivent pas. Et donc il y a plein de gens qui nous ont aidés. Mais donc plein d'actionnaires, un papa président, et donc moi avec mes idées, c'était pas le moment quoi. Donc je suis pas arrivée en disant je vais faire de l'holacratie. Donc il a d'abord fallu redresser l'entreprise, réduire le capital, faire sortir des actionnaires minoritaires et puis finir par faire sortir mon père. Mais ça c'était il y a quelques mois, même si c'était pas le plus gros obstacle. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui dans l'entreprise, ce qui me semble important, et c'est ce que Mathieu a dit, c'est qu'on se sent souvent seul avec nos décisions, pris un peu en étau, en se disant est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que je suis seul dans mon délire là et j'y vais ? Et ça pour moi c'est pas confortable. Moi je ne sais pas faire ça. Alors déjà moi je sais pas me lever pour juste aller travailler, diriger des gens, faire de la croissance, juste pour faire ça. En fait j'ai besoin de sens, donc j'ai besoin de donner du sens. On dit souvent qu'aujourd'hui les jeunes quand ils viennent travailler ont besoin de sens. Eh bien les moins jeunes aussi. Moi, je aussi. On a besoin de sens avec les jeunes. Donc voilà, et en fait les choses se sont faites très naturellement chez moi, dans la mesure où nous aujourd'hui ce qu'on fait beaucoup, c'est que moi j'ai énormément d'idées mais j'implique toujours ce que j'appelle chez moi le copil, qui est constitué des responsables des services. Alors on est une petite entreprise, moi j'ai une PME, on est 45 plus 12 franchises avec leurs propres collaborateurs, mais j'implique toujours toutes les parties prenantes. Donc j'ai beaucoup d'idées, je me freine beaucoup parce que sinon je pense qu'ils vont craquer, mais je propose toujours quelque chose, je les fais réfléchir et je les laisse me dire on va dans le mauvais sens, je suis pas d'accord, et on argumente beaucoup pour pouvoir arriver à quelque chose de commun. Mais quand je fais ça, c'est pas juste une idée d'un projet de gouvernance, c'est parce que je me dis que si je veux que ça fonctionne, j'ai besoin d'avoir des gens impliqués avec moi. Donc moi, ce que je dis très souvent à mes équipes, c'est... alors déjà, pour moi, l'entreprise, c'est une aventure collective vers une destination inconnue.
Moi, je leur dis toujours, j'ai une idée de ce que je veux faire, mais potentiellement en chemin, il va se passer plein de choses. Donc la destination, elle va peut-être un petit peu vriller, ou en tout cas, on passera peut-être par un autre chemin, quoi. Donc il faut être d'accord pour ce chemin. Il faut qu'on soit d'accord pour emprunter ce chemin ensemble et que le projet vous convienne. Et si ce projet vous convient pas, vous pouvez aller chercher du bonheur ailleurs. Pas parce que je vous veux pas, mais parce que j'ai besoin de gens qui ont envie de venir avec moi dans ce projet. Et en fait, c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est un cheminement plus qu'une volonté de gouvernance particulière. Et c'est une envie d'emmener des gens avec moi quelque part, en fait, vers un projet qui soit plus que juste une société. Autant la société, aujourd'hui encore, elle appartient à des gens, moi en particulier, mais d'autres gens aussi. Autant l'entreprise, pour moi, elle appartient à ses collaborateurs. C'est eux qui la font, c'est eux qui la font vivre. Et moi, tant que je peux, je veux y être le moins en fait possible. Si je considère que si ça marche en moi, c'est que j'ai réussi en fait. Ben, bravo, je pense qu'on peut t'applaudir parce que effectivement, il faut avoir la conviction chevillée au corps. Et moi, ce que j'entends, c'est que tu te nourris finalement du collectif de ton entreprise pour faire fonctionner une autre gouvernance, enfin, d'amener vers une façon différente de diriger et de mener un projet collectif comme ce que peut être une entreprise. Et à l'inverse, tu dis aussi, ça aussi, je sais que tu as dit ça, en te levant tous les matins. Tu dis aussi que c'est en travaillant sur cette gouvernance qu'on agit sur la pensée finalement et sur les modes de pensée. Ben, moi je me rends compte quand même, alors il faut quand même expliquer ce qu'est la réalité. On vit pas vraiment dans le monde des bisounours. Donc moi j'ai des gens dans mes équipes qui sont extrêmement engagés, impliqués et avec lesquels je pourrais à peu près inventer n'importe quoi, je pense qu'ils viendraient. C'est pas le cas des 45 personnes qui sont avec moi. Et je leur jette pas la pierre, mais il y a une réalité de la vie aujourd'hui en entreprise qui est pas on vient tous essayer de changer le monde et on vient que pour ça. Non, ça c'est faux en fait, c'est pas une réalité. Donc parfois on se retrouve face à des situations, moi j'ai des idées, je mets en place des choses et effectivement ça a un impact sur les gens. Moi je le vois bien, ça a un impact sur les gens, sur leur vie personnelle et je pense que l'entreprise est réellement un vecteur de changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'entreprise c'est un des lieux de collectivité, comme il n'y en a plus tellement finalement. Et donc tout ce que vous impulsez dans votre entreprise, ça va avoir un impact via vos collaborateurs, dans leur propre famille, dans leur propre cercle d'amis. Moi je vois bien, il y en a qui me disent qu'ils ont des réflexions et que les gens parlent de ce qu'ils font dans notre entreprise et que du coup ça a de l'impact. Donc ça déjà je pense que c'est extrêmement important, il faut en avoir conscience en tant que dirigeant. Mais parfois on se retrouve quand même face à des situations spéciales. Moi j'ai mis en œuvre des choses parce que ça me semblait être juste. J'ai par exemple enlevé les primes des commerciaux. Quand j'ai fait ça, j'ai senti que ça flottait un peu, même si mon fameux copil stratégique me suivait. Donc il y avait une vraie idée derrière ça, c'était pas une lubie que je voulais pas les payer, bien au contraire en fait. Ce que moi je disais, c'est que je considérais que la prime commerciale biaisait le système en fait. Parce que je considérais que... Et pousse à la performance et au volume et pousse à ce qu'on cherche à inverser. À la performance et à l'individualisme en fait. Et ce qui pour moi est extrêmement néfaste à l'entreprise. C'est-à-dire pour moi l'entreprise c'est un collectif. Donc si on crée quelque chose qui va pousser à l'individualisme, bah, on a tout faux dès le départ en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et ce truc traînait dans ma tête depuis un moment et un jour j'ai pris le train pour aller à Paris, je l'oublierai jamais, c'était le 12 septembre, à 5h18 à Colmar et j'étais avec un de mes commerciaux qui m'a dit « c'est super, on est à l'objectif ». Et du coup, moi, je lui dis 12 septembre, mais incroyable, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit non, mais moi. Et moi, je me suis dit, mais toi, t'as rien compris, en fait. Comment ça, toi, t'es à l'objectif, et du coup, je comprends rien. Et ce jour-là, je me suis dit, terminé, fin de l'histoire, objectif, prime et tout ça. Parce que je considérais que ça créait du biais entre le commercial et le manager, ça créait du biais entre les gens du commerce et ceux de la prod. Parce que les commerciaux, ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent, mais si la prod ne fait rien, a priori, rien ne sortira. Donc, du coup, j'ai arrêté ça, mais en relevant le salaire des commerciaux. Donc, les commerciaux ne gagnent pas moins, sauf qu'ils sont assurés de le gagner, quels que soient les résultats de l'entreprise. Et on a mis en place un système d'intéressement collectif pour l'atteinte d'un objectif collectif.
tous ensemble. Ça, alors moi, quand j'ai fait ça, on m'a dit tu vas perdre toute ton équipe commerciale. Personne n'est parti. Ils sont toujours tous là. En revanche, là, pour quand même expliquer les choses, là où ça a créé plus de difficultés, c'est dans le recrutement. Parce que mine de rien, on vit encore dans un système qui est celui qui existe. Et que quand on explique à des candidats qu'il n'y a pas de prime commerciale, même si on explique qu'il y a tout un tas d'autres choses, dans leur tête, il n'y a pas de prime commerciale. Même si on leur prouve par A plus B qu'ils gagneront autant que ce qu'ils gagnent actuellement avec leur prime, voire même plus, et en ayant l'assurance de le toucher quoi qu'il arrive, eh ben, ils viennent pas. Donc ça crée un autre biais, mais qui nous a poussé à être en train de réfléchir à comment disrupter notre modèle RH. Donc on va faire autrement, c'est pas grave. Et ça continue. Et en fait, une action, une décision en entraîne une autre. J'avais envie de faire réagir Fabrice et Nicolas sur tes mantras du réveil et du lever. Donc Florence, c'est-à-dire mener un projet qui a du sens, transformer la gouvernance pour transformer la culture aussi. Hein. Quand tu racontes ces entretiens de recrutement, c'est que il y a le poids évidemment des habitudes, du as usual. C'est exactement ce qu'on cherche à renverser. Fabrice, une réaction et après Nicolas. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas si tu connais Jean-François Zobrist. Non? Il y en a qui connaissent Zobrist là, dans la salle? Oui, il y en a quelques-uns. Ouais. L'entreprise Opal, le bouquin Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Voilà. Et en fait, c'est assez proche de ces théories-là. Hein. Donc, la liberté du comment, la responsabilisation de chacun pour le collectif. Et ça marche. La preuve, c'est que, encore un exemple, je pourrais te citer maintenant quand je parle de ces sujets. Voilà. mais ça, c'est trop bien parce que ça place l'humanisme dans le management, exactement ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, et ça met en place des nouvelles valeurs qui sont pas je gagne, tu perds, la compétition, un bon concurrent c'est un concurrent mort, c'est ce que pensent de nous nos concurrents, enfin ce qu'on entend tout le temps, et que finalement tout ça a plus beaucoup de sens sur une planète qui est ronde, et voilà, c'est même cette notion de frontière dans les pays. Donc il va falloir qu'on réinvente toutes ces valeurs, et comme on est rentrer dans un monde où les flux physiques vont se contracter, où on va devoir faire avec beaucoup moins, on rentre dans une nouvelle époque. On était avant sur une approche de compétition et maintenant plus de coopération entre acteurs, y compris entre concurrents d'ailleurs. Et ça rend heureux, parce que l'entraide rend heureux. Et je peux vous conseiller d'écouter le dernier épisode de Sator avec Pablo Servigne. Ça vient de sortir. Alors Sator, c'est un organisme, c'est des masterclass de formation de très 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 haut niveau, hein, mais pas au niveau élite, c'est de très haut niveau intellectuel. Et c'est ce que Pablo explique. Hein, dans la nature, il y a plus d'entraide que de compétition. Il y a un tout petit peu de compétition pour énormément d'entraide entre les espèces d'ailleurs. Et ils appellent ça la symbiose entre les différents types d'espèces, vivants, humains, non humains. Et eh bien, encore une fois, dans ce qu'on veut pousser au C3D, évidemment pour nos membres, et puis via GenAct, on veut s'inspirer des principes du vivant pour mettre en place une nouvelle forme de gouvernance dans les entreprises. Alors on a parlé du partage de la valeur, ça a été très bien expliqué par Nicolas. Toi, tu l'illustres d'une autre façon dans le partage du pouvoir, quelque part. Hein, d'abord, tu fais adhérer, puis ensuite tu laisses les gens faire. Ça, j'adore ce genre de choses. Et c'est que ça rend quand même vachement plus heureux, je pense. Hein, oui. Toi et tes collaborateurs, sans doute. Aussi, ouais, c'est sûr. Bon, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je trouve ça formidable. Merci Fabrice. Nicolas? Alors chez nous, au niveau management, c'est quand même plus compliqué parce que je vais raconter en fait ce qu'on a fait. Il y a Marie, vous levez la main, ou Alexis, si c'est pas vrai. Enfin, si je me fais un film, on va dire, c'est pas une histoire de vrai ou pas vrai, mais non, en fait, nous, on était 3 au départ, et c'est parti très vite l'aventure, puis on a grandi, et puis maintenant on est 35, mais c'est pas non plus, il y a 128 millions de ventes de produits, 35 personnes, ça reste
une bonne équation, pas de com, de marketing, d'achat d'espace. Donc c'est ce qui permet d'aller payer bien le producteur. Mais pour le management, j'ai du mal à... Ce que je peux vous décrire, c'est que, sans dire c'est ce qu'il faut faire, le reste n'est pas bien, c'est un témoignage humble de consommateurs se retrouvant dans une dynamique d'entrepreneur. Parce que j'ai eu du mal, longtemps j'ai eu du mal à me considérer même comme un entrepreneur à titre personnel. Je me voyais plus comme un consommateur au milieu de tout le monde, ce que je suis encore viscéralement aujourd'hui, en train d'essayer de me rappeler en permanence. Je me rappelle à chaque moment, je me disais, qu'est-ce que Constantin Sarafian qui habite à Dijon, et là il penserait, est-ce qu'il penserait quelque chose qui ressemble à ce que j'imagine? Est-ce qu'Emmanuel Lassène dirait ça au patron de Carrefour, quelque chose de différent? Donc c'était hyper important de ramener cette espèce de vérité collective. Nous, on est représentants de cet état d'esprit, de cette culture consommateur, assez simple et bienveillante, mais on n'a pas eu de stratégie. On a eu un directeur financier au bout de 3 ans et demi, pour vous donner une idée. Moi, je vous promets, je savais pas le chiffre d'affaires précisément, puisqu'en fait, on voulait aider les producteurs. On faisait pas les comptes tous les 10 jours. Donc, et puis après, pas de stratégie. Quand même étonnant. Là, vous débrayez, c'est-à-dire que vous mettez, vous savez, vous débrayez le système. Et en fait, quand on fait ça, on se gratte moins la tête, puisque les votes sont collectifs. Bon, où est-ce qu'on va? Voilà la direction. On regarde le vote, chacun vote depuis chez soi, et on tourne dans la direction au millimètre, décidée collectivement. Hein. C'est-à-dire que, et je vais vous dire, en 9 ans, pas une fois... Quand on s'est planté quand, par exemple, à titre personnel, j'ai pensé trop fort qu'un truc, sans le demander aux autres, était possible, on s'est planté. Donc, à chaque fois qu'on a regardé, le lundi matin, hein, c'est facile les réunions, hein. Bon, on va où? Quand les journalistes disent, mais alors c'est quoi? C'est qui le patron? Qu'est-ce que vous allez faire? La stratégie, le machin? Ils disent, non, attendez, on va répondre collectivement à ces questions. Et en fait, quand vous faites ça, vous avez le fameux point d'équilibre qui est dur à trouver en tant que dirigeant. Enfin, je sais pas comment. Moi, ça m'angoisserait terriblement de me dire est-ce que j'ai la bonne stratégie, puisque nous, on répond collectivement à des questions. Et bien, le point d'équilibre, quand tu débrayes la mécanique, en fait, il se retrouve tous les jours un peu tout seul. Pop, t'as Carrefour qui rentre, voilà, ça, il faut, quand on laisse faire, quand on n'est pas dans la rigidité de la stratégie, et qu'on sort de la logique par défaut de la culture, non pas des consommateurs, mais des entrepreneurs du marché, le fameux syndrome Kaiser-Söze, tu te rends compte que ça avance à une vitesse, mais c'est extraordinaire. Si on refait le film de C'est qui le patron depuis le début, c'est une aventure où on a fini par dire on doit avoir une bonne étoile au-dessus de la tête, parce que c'était toujours des choses positives, et finalement les décisions collectives, donc il n'y avait pas vraiment de gouvernance verticale. Il y avait, je me rappelle, on a fait des réunions, je donne un exemple concret, au moment du Covid, tout le monde se met à acheter du lait, de la farine, du beurre, et le chiffre d'affaires de C'est qui le patron monte. Du papier toilette aussi. Et du papier toilette. On n'en vendait pas, mais on vendait des produits qui étaient hyper achetés. Puis d'un seul coup, on voit, nous, avec une économie où je rappelle quand même ce que c'est, il n'y a pas de dividendes distribués, il n'y a pas de sortie d'argent, puisque c'était le cas avant d'ailleurs que je donne les actions. Tout l'argent reste dans le système. Mais pourquoi? Parce que si tu fais ça, quand tu es consommateur, que tu achètes un produit Danone ou Nestlé ou bon, peu importe, tu es en face d'une marque qui dit voilà, mon yaourt c'est ça, est-ce que tu veux l'acheter ou pas? Je te fais une pub, Zidane remonte ses chaussettes, etc. Bon. Et là, tu achètes ou pas? Mais c'est pas ça. C'est qui le patron, c'est la marque de tout le monde. Tu sais que la journée de congé que tu vas prendre en tant que sociétaire, ça marche pour ça, c'est qui le patron. À l'autre bout de la France, pour aller en magasin, animer avec un producteur, avec un directeur de magasin qui dit mais vous êtes animateur professionnel? Non, j'habite à 10 km, je suis client de votre magasin. Bon. Ça crée des scènes absolument géniales. Cette énergie-là, tu vas la donner à une entreprise qui partage la valeur différemment. Si tu sais qu'à la fin, c'est Nicolas Chaban et un petit groupe, ça reste légal, hein, qui prend l'argent, tu vas rester dans ta position de client. Donc, tu n'es plus acteur. Et donc, tu enlèves au système, et c'est là peut-être pour Jenna qu'il faudra qu'on reparle de tout ça, un trésor qui vaut plus que l'argent. C'est l'énergie, le temps, les heures disponibles des consommateurs que nous sommes, des citoyens. Si à un moment donné, on s'empare d'un sujet sans regarder simplement ce qui se passe en « je verrai si j'achète ou pas », on arrive à une autre histoire. Et puis après, l'image finale qu'on donne souvent, désolé si vous l'avez déjà entendu, mais c'est le vivant, c'est le monde animal, c'est... longtemps, on nous a dit, les journalistes, je me rappelle, nous disaient « mais expliquez-nous la recette, quoi ».
Vous ne faites pas de pub à la télé, vous n'avez pas de commerciaux, il n'y a pas quelqu'un qui pousse le produit de l'autre en rayon. Comment vous pouvez être devenu la brique de lait la plus vendue, les deux beurre bio les plus vendus, etc. Eh bien, je ne savais pas répondre à cette question. J'expliquais que c'était des votes collectifs, mais il y avait un truc qui manquait, quoi. Et un des sociétaires m'a dit un jour, un consommateur, donc sociétaire, qui n'est pas dans l'équipe, ah, je crois que j'ai trouvé une réponse pour les journalistes, parce que je te vois souvent donner des réponses partielles. Alors, tu sais, dans le monde animal, il y a quelque chose qui s'appelle la murmuration. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était. Je dis, ah bon, alors qu'est-ce que c'est la murmuration ? Bah, il me dit, tu vois, alors c'est valable pour les bancs de poissons également, hein, mais il me parle des étourneaux en me disant, regarde bien, tu vois ces immenses vols d'étourneaux qui par milliers d'individus font des volutes absolument parfaites, enfin c'est des milliers d'individus à l'unisson, et pourtant, les spécialistes ont montré qu'il n'y avait pas un oiseau leader, il n'y en a pas un qui crée une impulsion pour le groupe. Il y a l'intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu n'aurait pu faire à ce groupe tout entier. Donc ce petit lâcher-prise qui consiste à faire confiance dans l'intelligence collective, dans la capacité qu'on aurait tous avec un chemin peut-être plus étroit, commun, mais fort, à faire des choses ensemble, se double de ce supplément d'âme qui appartient à autre chose qu'au doc Excel. Voilà. Bravo. Bravo Nicolas. D'ailleurs, c'est intéressant, ça se décline de plein de façons, cette murmuration et cette image. Je peux vous dire une autre image. Un spécialiste m'a dit, ah non, alors il y a une image à vous donner aussi, parce qu'on avait un peu à rappeler cette image. Dans un banc de poissons, hein, vous les voyez aussi, hein, il y a un moment où tout s'arrête. C'est si vous leur mettez à manger. Là, d'un seul coup, c'est intéressant comme image, c'est-à-dire que là, bah, évidemment, il y a la notion individuelle qui revient. Et je peux pas, après, je laisse le micro pour tout le monde. Je veux dire un truc pour pas l'oublier à Fabrice. Dans GenAct, on voit bien, et c'est merveilleux. Moi, on se fait l'économie de se faire des compliments. Des compliments. Mais voilà. on peut quand même se faire du bien. Ouais, bon, on le fait quand même. Moi, GenAct, évidemment, ça me rassure parce que c'est encore plus loin que nous, en tant que conso, on peut pas réfléchir des trucs aussi compliqués, mais on a envie d'y adhérer. Mais pensez à mettre des consommateurs dans vos entreprises. Je vous explique pourquoi. Parce que il n'y a rien de plus rassurant pour nous consommateurs que quelqu'un qui nous ressemble, qui de façon transparente vient constater une chose. C'est un premier effet positif, ça coûte moins cher que la com, parce que quand tu as quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit je vous avoue que sans aucune pression particulière et j'ai pas de lien avec l'entreprise, ouais, ce qu'ils font c'est bien. Ça c'est moins bien. Mais ça c'est très bien et j'ai pu le voir sur 6 mois. C'est irremplaçable et ça crée un principe par défaut de contrôle. Parce que si tu dis demain je vous assure que dans cette entreprise on a un système qui nous garantit qu'il y a effectivement ces 10 000 litres lavés. Si tu mets la possibilité qu'il y ait un consommateur qui a rien en spécialité de proche avec tout ça, mais qui, on en a énormément nous dans la COP, viendra, avec plein de bienveillance, se mettre au contact à 2 ou 3 de la réalité de cette info. C'est même pas le contrôle qui est le plus important, je sais pas ce qu'ils vont constater ou dire aux autres, c'est l'idée qu'ils sont là. Et là, l'entreprise devient une entreprise, je le disais tout à l'heure, qui pourrait prendre le risque suicidaire d'aller mentir à son consommateur ou à quelqu'un qui ressemble à tous ses consommateurs. Donc cette petite présence par défaut, elle est extraordinaire et elle n'a pas besoin d'être là tous les jours. On sait qu'à un moment donné, un consommateur peut arriver en étant bien accueilli, en disant qu'est-ce qu'on doit vous montrer pour que vous en soyez certains avec nous. Voilà. Donc c'est des petites choses qu'on a appris nous à voir. Et après il n'y a pas beaucoup de gouvernance, chacun y prend sa part. Et oui, le recrutement est compliqué. Moi je demande et j'essaie d'expliquer pourquoi ça peut être bien de travailler chez Skill Patron. Je crois pas que les enfin bon, c'est trop compliqué ce que j'allais expliquer là. Non, j'allais dire un truc qui était parce qu'ils sont tous les deux devant moi. Alors comme c'est un discours de communication et qu'ils sont là, je peux pas. Non, je peux pas.
Bon, on va prendre quelques questions après, mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur pour le timing parce que chaque question, je vous connais, hein, chaque question va nous amener à très tard, on y revient, hein, très tard ou très tôt demain matin. Mais on va essayer d'y répondre quand même. Mathieu, moi j'avais envie de te poser une question parce que le CJD a réussi à fédérer et ça a été un énorme boulot autour de cette notion de performance globale. Alors aujourd'hui, et c'est marrant parce que là, le vol d'oiseau évoque aussi évidemment Olivier Amand qui présente cette métaphore du vol d'oiseau qui doit où on s'ajuste aux marges et ce sont les oiseaux et les éléments qui sont autour qui vont signaler le danger tandis que le centre se renforce et devient robuste. Et il dit par là aussi que non, on ne devrait plus parler de performance, on devrait vraiment parler de robustesse de l'entreprise. Mais ça n'enlève rien à tout ce travail fondateur que vous avez fait sur la performance globale, sur lequel vous avez réussi, le CJD a réussi à fédérer l'ensemble de ses adhérents. Quand tu entends Mathieu, enfin quand vous, Florence aussi, tu voudras peut-être réagir, quand tu entends Fabrice et Nicolas qui résolument portent des modèles disruptifs, tu te dis que la marche est encore haute pour beaucoup de tes membres ou au contraire c'est accessible et c'est déjà en cours? Alors clairement c'est en cours. La question c'est comment on va embarquer tout le monde. Donc c'est en cours pour une partie. Florence, on parlait de pépites, Florence est une de nos pépites, vous l'avez compris je pense. Et Florence est en cours par exemple, c'est un cheminement. On a beaucoup de membres qui sont en cours. Tu parlais de performance globale. Performance globale au CJD c'est un concept qui date des années 2000-2002. Performance globale, la performance globale dit que la performance économique a du sens seulement si elle est au bénéfice de la performance sociale, sociétale et environnementale. Donc le mot performance aujourd'hui n'est plus tout à fait le bon, il faudrait parler de résultat. Moi je ne peux pas remplacer performance par robustesse dans cet exemple-là, ça ne marchera pas, mais il faut juste se saisir de l'idée. Aujourd'hui, au CJD, quand un membre entre, il sait qu'il va devoir challenger la vision qu'il avait du système capitaliste dans lequel il vit depuis sa naissance, en gros. Aujourd'hui, au CJD, quand on arrive, on n'est pas là pour s'en mettre plein les poches avec notre boîte. On est là pour faire en sorte que notre entreprise contribue positivement à notre écosystème global. Donc c'est pour ça que cette notion de performance globale est là depuis les années 2002. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un socle qui nous permet de passer à l'étape suivante. Sur notre projet de mandat, avec Kitri, sur notre projet de mandat, on a comme ambition d'embarquer, donc tu as parlé un peu tout à l'heure de la théorie du basculement, on va dire, d'embarquer une partie de nos membres à transformer leur modèle d'entreprise. Donc bien sûr en gardant en tête les principes de performance globale. Donc encore une fois, on n'est pas là pour... le monde capitaliste, il est fini hein, aujourd'hui, il sera fini à court terme et il est temps qu'on change tout ça. Donc l'idée c'est de dire arrêtons de chercher juste la performance économique pour soi, contribuons à l'écosystème et aujourd'hui, à court terme, changeons nos modèles d'entreprise. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de changement de mode de gouvernance qui sont dans les transformations des modes d'entreprise, qui est la première étape la plus activable. Parce que si on veut changer nos entreprises, il faut changer la gouvernance aujourd'hui, et il faut globalement changer tout l'aspect finalement régénératif en lien avec les conséquences de l'entreprise sur les écosystèmes, mais aussi les conséquences et les impacts des écosystèmes sur l'entreprise. Ça va dans les deux sens aujourd'hui. Exactement. Et aujourd'hui, on est vraiment, nous, sur ces problématiques de comptabilité extra-financière. Voilà, on raisonne globalement. C'est pour ça qu'on est très proche de l'écosystème Genact. On est très aligné sur les principes de l'entreprise à visée régénérative. Pardon. Donc on est en plein là-dedans. Et notre ambition, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que les entreprises JD deviennent des entreprises robustes, selon les principes de l'IVAMAN. Eh ben, je crois que c'est bravo. Je signale d'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup de Genact, et franchement, il faut que vous veniez tous au prochain rendez-vous de Genact pour que vous sentiez la puissance de ce mouvement. Il faut y être pour y croire et pour le ressentir. Et je signale et je salue que le CJD est partenaire fondateur de cette initiative. Et c'est Fabrice, au tout début de cette aventure qu'on a engagée, que j'ai eu la chance d'engager auprès de toi, Fabrice. Tu m'as dit, le premier
nom que tu m'as donné, c'est le CJD. Tu m'as dit, il faut faire ce truc-là avec le CJD, et je l'ai pris comme une foi entière que tu avais dans la capacité transformative, le pouvoir de transformation du CJD pour son réseau aussi, son maillage territorial. On a un réseau, on a un gros réseau, on a un maillage territorial, et surtout, encore une fois, nos membres, quand ils viennent, ils sont là pour se transformer eux, pour transformer leurs entreprises. Donc ils sont là tout de suite, câblés comme il faut, et quand on s'est rencontrés, je pense qu'au bout d'un quart d'heure, on a su qu'on ferait des choses ensemble. Effectivement, tellement nos valeurs sont proches. Et ben voilà, c'est fait, ça marche bien, il va y avoir plein de prochains rendez-vous co-brandés, comme on dit. On l'espère sincèrement, ouais. Ça va être le cas, c'est une promesse. On va prendre quelques questions. J'ai jeté déjà un petit œil sur. Il y en a plusieurs. On n'aura pas le temps de toutes les prendre. Je vais choisir peut-être celles qui sont les plus ciblées. Alors les plus courtes, pas forcément. Mais alors je vais commencer par une question pour Nicolas. Est-ce que vous pensez que ce modèle pourrait être appliqué sur des produits financiers en intégrant également l'éducation financière du consommateur ? Alors, l'éducation financière du consommateur, nous on a un peu de mal avec ça parce que vraiment c'est pas juste pour le dire. Nous on n'a pas envie d'être tellement éduqués, on préfère être informés. Voilà, c'est une petite, parce que c'est souvent Danone qui disait il faut éduquer les consommateurs. C'est un point de départ qui est compliqué après. C'est un peu condescendant. Le chemin, bon. Et ce qu'on veut en tant que consommateur, encore une fois, de façon très sympa et très positive, c'est qu'on nous explique en transparence ce qui se passe, qu'on ait des infos, qu'on puisse se rendre compte. Alors, juste avant de répondre à la question, c'est vrai que ce que vous dites, il y a ce chemin naturel des entreprises. Bravo, quel miracle. Parce que longtemps, je me suis dit, un entrepreneur va pas se dire pourquoi je vais faire des efforts, des contraintes. Pourquoi faire ? Mes concurrents le font pas. Mais si les consommateurs se mettent en situation de se dire, alors, dites-nous qui fait ces efforts-là, et laissez-nous d'ailleurs vérifier si ces deux mouvements, c'est le cas d'ailleurs, se mettent en marche ensemble, il y aura un point de convergence plus fort. Sur les produits financiers, l'exemple le plus lointain pour nous, c'est le pétrole, on va dire. Bon, voilà, comment on va faire dans le pétrole, c'est qui le patron? Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Mais dans la banque, non. Dans la banque, non. On a eu très tôt la BNP qui est venue nous voir en disant ouais, il faudrait qu'on fasse ainsi que le patron. C'était quelqu'un de chouette qui réfléchissait un peu de façon moderne. Il s'appelle Antoine Cyr. Mais en fait, c'est lourd. Les systèmes sont lourds. Vous disiez Kaiser Sosé, quoi. Il y a un truc qui bloque toujours, en fait, mais c'est culturel. C'est par défaut, en fait. Il y a un blocage par défaut. Les produits financiers, demain matin, expliquez-nous clairement où va notre argent. Laissez-nous comprendre pourquoi il y a des choix qui sont faits avec notre argent de faire ceci ou cela. Si c'est pas moi qui contrôle, c'est quelqu'un comme moi, et il y a beaucoup de confiance, beaucoup plus qu'on croit. Quand on est dirigeant, on imagine que les consommateurs sont les gens qu'il faut éduquer, qui comprennent pas, qui seraient un peu comme ça, un peu neuneux, mais vous vous rendez compte la masse de bon sens collectif, de gens compétents qu'il y a dans ce qu'on appelle la famille des consommateurs. Donc, donnez les infos, laissez-nous vérifier, et ensuite, on devient acteur et on fait de la pub pour l'entreprise qui, en transparence, nous donne envie d'amener tout notre argent. Et demain, s'il y a une banque qui fonctionne comme ça, évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui continueront à rester dans l'hypothèse que leur argent, peut-être, fait quelque chose de bien ou pas. On a envie de cette transparence. La transparence est un élément clé. Transparence, effectivement. Je crois que c'est un mot qui sous-tend aussi tout ce qui a été dit sur l'évolution des modèles et sur l'évolution de la gouvernance. Question pour toi, Fabrice. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le modèle économique de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? C'est pas du tout celle-ci que j'avais l'intention de prendre, mais il y a celle-ci aussi. Non pas qu'elle n'est pas intéressante, mais parce que je la voyais un petit peu trop large. Plus spécifiquement sur l'économie de la fonctionnalité dans ce modèle qui possède la matière. L'entreprise l'achète la première fois pour fabriquer le premier produit. Donc oui, il y a quand même un transfert des extractivistes vers l'entreprise à un moment donné. Donc les extractivistes ne restent pas propriétaires de la matière première, mais c'est bien l'entreprise qui la transforme, qui va rester propriétaire. Parce qu'en fait, un produit, c'est des matières premières transformées, donc la valeur ajoutée se fait au moment de la transformation. Mais le but de l'entreprise demain, ça va clairement de conserver cette matière. Alors qu'aujourd'hui, la matière, c'est un futur déchet.
Et c'est ça qu'il faut arrêter. Je vous donne les chiffres qui sont quand même extraordinaires. Le monde, c'est 96 000 milliards de PIB aujourd'hui. C'est 100 milliards de tonnes de matières premières. 100 milliards de tonnes de matières premières. Il y a à peu près 2/3 de non renouvelables, donc des métaux, et puis 1/3 de renouvelables. Bon, le renouvelable, si on laisse le temps à la biomasse de pousser, ça peut durer longtemps, hein. Ça fait des milliards d'années que ça dure. Par contre, le non renouvelable, c'est les métaux et les hydrocarbures aujourd'hui, parce qu'une fois qu'on les a brûlés, c'est pour toujours. Mais les métaux, ils sont en quantité finie sur cette planète. Et on sait aujourd'hui que les taux de prélèvement de ces matières premières, on approche le pic d'extraction de quasiment toutes les matières premières minérales du tableau de Mendeleïev. Donc on en extrait beaucoup et on a bien sûr, nos ancêtres ont commencé par les gisements les plus concentrés. Ils ne sont pas complètement idiots. Donc il en reste en vérité, il en reste énormément, mais avec des taux de concentration qui vont être de plus en plus bas, donc ça va coûter de plus en plus cher à aller chercher. Et ça va nécessiter de plus en plus de destruction des écosystèmes. Hein, je crois qu'il y a Trump qui a autorisé qu'on aille chercher matières premières dans la mer aujourd'hui. On en est là. On en est là aujourd'hui. Donc il faut vraiment arrêter ce système linéaire. Donc les entreprises à visée régénérative doivent, une fois qu'elles ont acquis les matières premières une première fois, elles doivent sanctuariser ces matières premières forever. L'objectif, il est clair. On doit sortir le plus vite possible de l'extractivisme. Il faut arrêter d'extraire. Et pour arrêter d'extraire, il faut que tous les objets qui nous entourent deviennent des banques de matériaux. Les bâtiments, les véhicules, les objets du quotidien, rien ne doit être vu comme un déchet. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Donc, dans les entreprises à visée régénérative, on s'inspire du vivant. Et donc, à partir du moment où tout est matière première potentiellement réemployée, parce que dans l'échelle de Jacob de la vertu, l'objectif, c'est pas de recycler. Parce que le recyclage est déjà une défaite. On sait qu'aujourd'hui, le recyclage, c'est d'abord du tri, c'est de la collecte, c'est encore de l'énergie pour retransformer, et il y a énormément de pertes. Pourquoi ? Parce que les matières premières aujourd'hui, les industriels les mélangent. Ils les mélangent parce que ça coûte trop cher d'avoir des matières premières pures. Je prends toujours cette même blague, hein. Quand vous faites des crêpes, vous mélangez de la farine, du sucre, des œufs, du lait. Du lait, c'est qui le patron, évidemment. Et les œufs aussi. Mais une fois que vous les avez mélangés, si vous dites merde, putain, faut que je récupère les œufs, non, c'est pas possible. Les industriels aujourd'hui, tous les métaux, c'est jamais du pur, hein, c'est des alliages. Donc on n'arrive pas à récupérer tout ça. Donc comme on n'arrive pas à récupérer, il faut que ce qu'on souhaite nous avec Genact et avec le C3D, évidemment, parce qu'il faut faire pénétrer ça dans les grandes entreprises. On se dit quand il y a un élément qui est fabriqué, par exemple un boulon, une vis, un amortisseur. On se dit, mais si on le dimensionnait pour qu'il dure tout le temps et qu'on puisse le récupérer et le remettre dans une autre machine une fois que la machine aura atteint sa durée de vie maximum. Mais ça change complètement tout, ça. Dans le bâtiment, un sujet que je connais un petit peu, hein, pendant des années, tous les bâtiments BHU, bâtiments hors d'usage, étaient détruits et les déchets étaient enfouis forever dans des casiers des centres d'enfouissement technique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune matière première, aucun équipement qui pouvait être récupéré pour être réimplanté. Parce qu'à partir du moment où c'était un bâtiment hors d'usage, tous les équipements étaient considérés comme des déchets et la législation interdisait de vendre des déchets. C'est complètement con, hein. Donc là, la législation a un petit peu changé, heureusement, grâce à certaines entreprises qui ont compris que c'était vraiment pas l'intérêt des entreprises de faire comme ça. Et alors maintenant, dans les bâtiments, quand il y a un bâtiment qui arrive hors d'usage, qui n'est pas forcément un vieux bâtiment, mais parce qu'un bâtiment qui doit changer de destination, par exemple, parce qu'il a été construit en tertiaire et c'est plus la mode d'avoir du bâtiment tertiaire dans tel ou tel quartier, donc on ne sait pas quoi en faire, alors que les équipements qui le composent peuvent très bien durer beaucoup plus longtemps. Donc là, maintenant, il y a un curage propre. On récupère ce type de machine, le luminaire, la moquette, les faux planchers, les prises de courant, ne serait-ce que ça, hein. C'est démonté, c'est plus cassé, c'est démonté proprement. C'est remis en état, c'est nettoyé, c'est sablé, c'est numérisé, c'est stocké dans des centres qui sont dédiés à cela. Et il y en a dans l'entreprise où je travaillais. Et ensuite, c'est remis sur le marché. Non pas en tant que produit de seconde main, ça n'a pas de sens, parce qu'on remet les mêmes garanties que le neuf. Donc c'est des produits qui remplissent les mêmes fonctionnalités. Mais le gros avantage,
c'est que l'empreinte carbone de ces produits et l'empreinte matière de ces produits, c'est 0, vu que ça a déjà eu une première vie. C'est ça qui est magique. Est-ce qu'on disait à Fabrice rapidement ? Alors, attends, on va te donner un micro, sinon on n'entendra pas pour la captation. Quand on entend ça côté consommateur, demain, il y a une chaîne d'hôtels qui a fait l'effort, en nous l'expliquant à nous consommateurs, de faire ce que tu décris. On ira en connaissance de cause plutôt à cet endroit-là qu'à un autre. Donc, au final, il y a un intérêt tout à fait commun. Et tu parlais aussi des ascenseurs, ça m'avait marqué. Si tu peux parler de cet exemple où vous demandez à... Je te laisse expliquer. Ouais, alors ça, c'est encore un autre modèle, parce que bon, il y a le réemploi. Ça, vous avez compris que le réemploi, c'est vraiment le faire. Alors, je donne les chiffres, 46 millions de tonnes de déchets du bâtiment, 46 millions de tonnes de ce qu'on jetait à la poubelle, qui potentiellement peuvent être réutilisés. C'est quand même magique. Et c'est autant de matières premières qu'on n'ira pas extraire dans la nature. Aujourd'hui, c'est moins de 1% de réemploi. Moins de 1%. On a des marges de manœuvre quand même considérables. Et on peut encore aller plus loin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le as a service. Donc on vient de monter un groupe de travail au C3D et qui va être animé par quelqu'un que je connais bien aussi, Miliana Lompré. Ce groupe de travail, c'est les entreprises qui commencent à se poser la question d'arrêter de vendre leurs produits et de vendre l'usage. Mais pour l'illustrer, je vais vous donner l'exemple de l'ascenseur. Effectivement, dans les bâtiments tertiaires, publics, privés, dès lors que vous avez plus de 3 ou 4 étages, il y a un ascenseur. C'est bien qu'il y ait un ascenseur, parce qu'il y a des personnes à mobilité réduite, parce qu'il y a des gens qui transportent des marchandises, ce que vous voulez. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le modèle d'aujourd'hui, c'est complètement dingue, ce modèle de performance, lorsque le constructeur répond à un appel d'offres, d'un client investisseur qui possède le bâtiment, que ce soit un investisseur institutionnel ou un investisseur ou une entreprise qui souhaite construire son siège social, par exemple. Donc, elle établit son cahier des charges avec son architecte, et puis ensuite, il demande à des constructeurs, il y en a plein, le prix pour construire cet ouvrage-là. Que font les constructeurs dans le monde entier, hein? Ils répondent à l'appel d'offres avec un cahier des charges. Ils regardent le cahier des charges, ils regardent ce que souhaite le client en termes de qualité et de caractéristiques, plus exactement, des composants du bâtiment. Quel type d'isolation, quel type de fenêtre, quel type de porte, etc. Et donc, les constructeurs, ensuite, se retournent vers qui ? Vers leurs fournisseurs pour avoir les produits qui correspondent à ce que souhaite le client au prix le plus bas. Parce que de toute façon, le client qui paye prendra sa décision sur le prix aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les équipementiers qui savent qu'ils vont être consultés dans le cadre de l'appel d'offres, qu'est-ce qu'ils font ? Eux-mêmes se retournent vers leurs fournisseurs de matières premières pour avoir les prix les plus bas, jusqu'au rang 7. Parce que souvent, il faut 7 niveaux pour arriver jusqu'à la matière première primaire. Parce que tout ce qui nous entoure ici, ça vient de la nature, hein. Il n'y a rien de magique. Tout vient de la nature. Et avec cette logique d'optimisation c'est quoi la variable d'ajustement ? C'est le social et c'est l'environnement. Donc on achète dans les pays où ça a été produit le moins cher possible au niveau humain. Donc c'est pour ça qu'on achète des produits, des équipements qui viennent à l'autre bout du monde, parce que les salaires sont très très bas. Et puis on achète auprès des entreprises qui produisent aussi dans des pays où il n'y a pas de droit de l'environnement. Comme ça, il n'y a pas besoin de protection pour nettoyer l'eau, pour la remédiation des sols, etc. Et on arrive à la fin à un bâtiment qui correspond à ce que souhaite le client, à un prix très bas, sauf que c'est de la merde. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a tellement tout optimisé que l'ascensoriste, par exemple, pour remporter le marché, il a tout optimisé. Il a optimisé la taille de la courroie, le bouton poussoir, il a tout optimisé. Ça correspond aux caractéristiques de ce que souhaite le client et aux normes, lorsqu'il y en a, de normes de sécurité. Donc ça correspond vraiment, parce que les entrepreneurs sont contrôlés par des sociétés de contrôle, etc. Donc le truc est parfaitement conforme. Sauf que la plupart des constructeurs savent très bien qu'ils n'ont pas intérêt à rester très très longtemps une fois qu'ils ont livré le truc, et que les périodes de garantie sont passées, parce qu'ils savent que ça ne va pas durer. D'ailleurs, quand vous allez en vacances, là, n'importe où, les bâtiments que vous allez visiter, ce n'est pas des bâtiments qui ont été construits il y a 20 ans, 30 ans. Hein. C'est des bâtiments qui ont été construits il y a très très longtemps. Parce qu'eux, ils étaient construits dans une logique de durabilité. Aujourd'hui, on ne s'est plus construit dans une logique de durabilité. Alors maintenant, si on change de paradigme,
Et on dit à l'ascensoriste, je ne vais pas t'acheter, nous en tant que constructeur, je ne vais pas t'acheter ton ascenseur, parce que si je te l'achète, tu vas me mettre un truc minimum, mais je vais te louer l'ascenseur. Et je dis à mon client, tu ne vas pas l'acheter l'ascenseur, donc ça va réduire les capex. Mais on va donc acheter, l'entreprise ne va pas acheter l'ascenseur, l'entreprise, le constructeur va financer l'ascenseur, et donc ça va coûter moins cher à celui qui achète le bâtiment. Et vous allez dire, mais comment il va vivre l'ascenseur? Il va vivre avec le loyer, l'usage d'utilisation de l'ascenseur. Donc il y aura un droit d'usage. Donc ça va faire augmenter les OPEX. Parce que bien sûr, à chaque fois qu'il va utiliser l'ascenseur, il va devoir payer. Mais par contre, l'ascenseur reste la propriété du constructeur de l'ascenseur. Et là, lorsqu'on en parle de ce modèle-là à ces entreprises-là, ils disent, alors ouais, ok, j'ai compris que je serai rémunéré par rapport au bon fonctionnement de ma machine, par rapport au service qu'il doit rendre. Alors là, ils nous disent, je ne vais pas vous mettre du tout la même machine. Ça ne sera pas du tout la même machine, parce que je sais que chaque fois que je vais intervenir en maintenance, je vais perdre de l'argent. Donc je vais surdimensionner mes poulies, surdimensionner mes courroies, je vais mettre pas la même type de peinture. Et là, c'est quoi l'effet qui se coule? C'est qu'en termes d'expérience client, l'utilisateur, il dit, oh putain, c'est super fiable, ça marche trop bien. L'entreprise qui a fabriqué l'ascenseur, lui, il va récupérer tout un tas de data sur l'utilisation de sa machine, parce qu'il est là, c'est lui qui l'entretient, c'est lui qui le maintient. Donc, il va pouvoir faire de l'amélioration continue, il va pouvoir renforcer la robustesse des quelques éléments d'usure pour intervenir le moins possible, parce que chaque minute marginale de bon fonctionnement de sa machine, c'est de l'argent pour lui. Et pour le client, pour le constructeur, c'est intéressant parce qu'il va vendre moins cher son bâtiment à son client. C'est quand même formidable. Donc, c'est plus compétitif que l'entreprise qui continuerait d'acheter. Donc, il n'y a que des avantages à ce modèle-là. Et alors, par contre, il y a toujours quelqu'un qui me dit, mais oui, mais comme ça augmente le loyer, même si le bâtiment coûtait moins cher, donc il y a eu moins de frais financiers, le loyer, celui qui utilise le bâtiment, il va peut-être pleurer un peu d'avoir un loyer 15 ou 20% plus cher que les autres loyers dans le quartier. Et là, on lui dit, il y a une solution. Il faut intensifier l'usage de ton bâtiment. Quand tu l'utilises, toi, client principal, eh bien, tu payes. Bien sûr, tu payes ton loyer, mais si tu n'utilises pas, tout ou partie de tes espaces, eh bien, tu peux proposer à des utilisateurs secondaires, tertiaires ou quaternaires d'utiliser ces mêmes espaces quand on n'a pas l'usage. Et donc là, en intensifiant l'usage du bâtiment, eh bien, ça permet d'avoir des recettes additionnelles d'exploitation qui permettent de payer le surloyer. Dans cette histoire, tout le monde y gagne, sauf les vendeurs de matières premières. Parce que la conclusion de ça, c'est quoi? C'est que quand on est sur une logique du monde d'avant, c'est-à-dire on achète en optimisant, l'ascenseur, il ne va pas durer très très longtemps. Il va durer 5, 6, 10 ans peut-être. Et puis, il faut changer en permanence les pièces en maintenance. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et donc, sur une durée de vie de 50 ans, on aura renouvelé plusieurs fois les équipements. Parce que les équipements tombent en panne, tout simplement. Tombent en panne. Et comme dirait Jean Covici, le bilan carbone de l'ouvrage, ce n'est pas le bilan carbone à la réception du bâtiment, ça n'a aucun sens. C'est le bilan carbone en coût carbone complet, c'est entre le début et le démantèlement, c'est comme ça qu'il faut calculer le bilan carbone de l'ouvrage. Et lorsque on est sur une approche comme aujourd'hui, on peut avoir un petit bilan carbone à la conception, réalisation, parce qu'on va mettre beaucoup moins de matière, parce qu'on va tirer. Donc certes, on aura un bilan carbone qui sera un peu meilleur lorsqu'on va donner les clés au client, mais comme il va falloir qu'on change plusieurs fois les équipements, au bout de 30 ou 50 ans, le bilan carbone il va être dramatique. Et donc les calculs qui ont été faits montrent que lorsqu'on met de la qualité qui dure pour tous les équipements d'un bâtiment d'entrée de jeu et qu'on n'est pas obligé de les renouveler, eh bien on divise par 12 l'empreinte carbone du bâtiment. Par 12. Oui, parce qu'on peut récupérer les équipements. C'est complètement dingue. Donc on se dit, et en plus on a des bâtiments de meilleure qualité, des bâtiments qui auront une meilleure durabilité en coût global, avec une meilleure expérience client, et on va revoir enfin des bâtiments dont on va être fier, parce que ça ne sera pas des bâtiments en carton comme on construit aujourd'hui. Il y aura certes
C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc c'est ça le as a service. Et bonne nouvelle, il y a de plus en plus d'industriels qui commencent à comprendre ça. Alors vous savez qu'on a toujours donné l'exemple de Michelin qui faisait son offre fleet, là où ils vendaient non plus des pneus mais des kilomètres parcourus. Ça fait 17 ans qu'ils font ça. Ils n'avaient jamais été copiés. Mais maintenant, on a de plus en plus d'industriels qui comprennent ça. Donc, Legrand, aujourd'hui, fait des onduleurs as a service. Il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui font des bornes de recharge de véhicules électriques as a service également. Il y en a plein. Il y en a qui font bien sûr du faux plancher as a service, de la moquette as a service. Et on voit apparaître même de plus en plus d'entreprises qui comprennent qu'ils ont intérêt à rester propriétaires de leurs produits, pour être propriétaires des matières premières, pour pouvoir mieux anticiper les business de demain, parce que dépendre trop des industries extractives, notamment avec les enjeux géopolitiques auxquels on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être qu'un jour on n'aura plus accès à certaines matières premières, c'est tout à fait possible. Eh bien, l'entreprise qui aura considéré que ces matières premières sont des banques de matériaux qui sont utilisées chez les clients et que les clients finalement sont les gardiens de ces matières premières le temps de l'utilisation, ça peut complètement changer le business mondial. Merci Fabrice. Économie d'usage, économie de partage, économie servicielle, économie régénérative. Quand on disait tout à l'heure qu'on a absolument tout ce qu'il faut sans dogme, juste en allant chercher les bonnes solutions qui sont toujours révélées par la modélisation. Donc créer des modèles, c'est pas pour les appliquer forcément à la lettre, mais c'est pour faire ressortir tout ce qu'il y a à prendre d'innovation, parce qu'en réalité, on parle d'innovation sociale, d'innovation de gouvernance et d'innovation organisationnelle. Donc un grand merci pour vos interventions. J'ai envie de promettre qu'on ne laisse pas de questions sans réponse. On trouvera peut-être, Mathieu, la solution pour répondre aux 5 ou 6 autres questions qui ont été posées, qui sont toutes évidemment intéressantes. Je vais demander à Lorraine Collard de me rejoindre. Lorraine, je vais te présenter parce que d'abord tu as été la grande organisatrice de cette soirée. Un grand merci pour ça et on peut t'applaudir. Tu viens près de moi, Lorraine. Tu es responsable, je vais te présenter, influence et prospective du CJD. Et derrière ce titre d'expert, il y a une grande humanité chez toi et générosité, j'ai envie de te le dire, voilà, que je ressens. Et d'ailleurs, tu as un cadeau à faire. Absolument. Ce soir pour quelqu'un qui se trouve dans la salle. Absolument. Et puis, on avait envie, avant le petit moment convivial sur le rooftop, parce qu'en plus, il y a du soleil, on va en profiter. Et on avait envie de se livrer une petite devinette sous forme de portrait chinois pour découvrir qui est ce jeune homme. Donc, peut-être vous aurez une petite idée, et si on trouve qui est ce jeune homme, on lui remettra le cadeau que tu as prévu. Et ce jeune homme, c'est tes notes que tu as oubliées, parce que sinon je les ai aussi. Hein. Ce jeune homme, on peut le qualifier comment ? Qu'est-ce qu'il incarne ? Moi, je dirais qu'il incarne un discours qui fait du bien. Ouais, un discours nouveau qui fait du bien. Ok. Moi, je dirais qu'il se déplace exclusivement à vélo, tant mieux pour les sujets qu'on évoque, qu'il a fait partie des marathoniens mondiaux. Ouais. Ah ouais, ça je savais pas. Il y a quelqu'un comme ça dans la salle. Il pratique aujourd'hui la téléportation, il faut le savoir aussi. Ah, la téléportation, c'est pratique ça. Ouais, il est à un endroit à un moment et puis un autre endroit exactement au même moment. Qu'est-ce que tu dirais d'autre ? En tout cas, c'est un orateur de très grande qualité. Je l'ai souvent entendu, vraiment, il a le mérite de la clarté. Oui, alors c'est un orateur de très grande qualité, mais en même temps, il y a un truc qu'il déteste, c'est de répéter 2 fois la même chose, pour que les choses se fassent. Ça, il n'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il me semble qu'il a eu le courage à un moment donné quand même, pendant quelques années, de tenter la transformation d'un grand groupe en interne du grand groupe. Oui, je crois même qu'à cette occasion, il a dit qu'il n'aimait pas trop arroser les plantes en plastique. On le comprend. Quoi d'autre ?
Moi, je dirais que c'est un humaniste qui croise les regards des chercheurs, historiens, sociologues ou dirigeants de l'économie réelle qui ont les deux pieds dans le terrain. Je dirais ça aussi. Ouais. Et moi, j'ajouterais que quelle que soit la fonction, le mérite, l'expertise, c'est quelqu'un qui est ouvert avant tout à toutes celles et tous ceux qui ont l'envie de faire. On peut peut-être donner 2 petits indices complémentaires. Moi, je dirais. Vous avez des idées, vous, dans la salle ? Je dirais qu'il est connu pour ses punchlines, imparables, franc-parler, une verve assez inimitable. Et 2e indice. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et donc. Ce jeune homme, c'est Fabrice Bonifay. Voilà. Et on va tous lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Fabrice. Joyeux anniversaire. Merci pour le cœur, merci pour lui. Et je crois que Lorraine va t'apporter ton cadeau qui va encore être un peu customisé à l'avenir, je t'avertis. Avant qu'on arrête la fabrication de goodies, donc c'est un peu corpo. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Je ne m'y attendais pas, c'est vraiment gentil. Et c'est vrai que c'est mon anniversaire aujourd'hui, il y a très longtemps. Eh bien, je propose qu'on aille fêter ça sur le rooftop. Je ne le connais pas, donc je vais. Oui, tu veux dire un petit mot logistique. Moi, j'ai juste eu peur. Tu as beaucoup parlé d'ascenseur. J'espère que tu nous as pas porté la poisse parce qu'on va monter au 5e. Et donc, on va prendre l'ascenseur pour certains, ceux qui ont le courage, et les escaliers. Effectivement, on monte au 5e, on est au 1er. Ouais, parce que c'est quand même plus simple de prendre l'escalier. Merci. Merci Vanessa. Merci pour votre écoute active, votre participation et votre présence. Et puis, je crois qu'on se retrouve autour d'un verre.